aventuriers, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes. Salut les aventuriers et bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros, le 38e. Salut Fred. Salut Xav. Et ouais, le 38e épisode, donc ça y est, pour ma part, ça rejoint mon âge et on continue dans notre série. On est très fiers de vous présenter encore un livre des défis fantastiques, La planète rebelle cette fois-ci. Voilà, et Fred, je crois que ça va être notre dernier du cycle science-fiction pour l'instant. Bien sûr, on reviendra à d'autres livres de SF. Ouais, on va pas abuser des bonnes choses et on va passer à tout autre registre. Et d'ailleurs, tu as peut-être des petites idées, non, Xav ? Oh, je crois qu'on a un sacré paquet. Il y a déjà plein de livres qu'on n'a pas encore attaqués, comme les doubles jeux, par exemple. Ceux qui jouent à deux, Fred. Ouais, ça, c'est un concept. Et nous, on aime bien les concepts. C'est vrai qu'on fait beaucoup de défis fantastiques, mais bon, comme c'est une belle majorité des livres dont vous êtes le héros, ça nous plaît beaucoup. Il y a aussi toujours la saga, qu'il faudra qu'on continue, de Loup Ardent, on a aussi Loup Solitaire, et puis bien tant d'autres, Dragon d'Or, Quête du Graal, bref, on a tout ce qu'il faut pour nous garder occupés sur le podcast. C'est clair. Et puis au planning aussi, on va se remettre au jeu de rôle, donc voilà, c'est toujours des préparatifs à faire. Mais Fred, pas mal de nouvelles, autant qu'on annonce là maintenant, je crois que c'est le moment parfait pour ce 38e, on est en train de refaire le site web. Oui, une nouvelle mouture plus moderne, plus funky, plus sympa. Donc, ce sera à vous de juger, mais je te donne de féliciter, Xav, parce que c'est du bon boulot. Ouais, merci. Bah écoute, ouais, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Tous en produit. Moi, je suis vraiment content du podcast en produit. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui nous écrivent. Ça fait vraiment plaisir de recevoir vos messages. Ça nous motive à travailler encore plus. C'est vrai qu'on essaye de produire avec Fred un épisode par mois. On a du mal des fois, on est un petit peu en retard, mais c'est toujours un éclat pour nous, quoi. C'est quelque chose c'est sûr de pas s'arrêter de faire. Et donc le nouveau site web, on est en train de refaire la page, on est en train de refaire une structure qui facilite l'accès à chaque épisode. Vous n'êtes pas, pour ceux qui utilisent le site web, vous n'êtes pas obligé en fait de changer de page pour écouter un nouvel épisode. On va tout mettre sur une même page. On va aussi ajouter un lien pour nous écrire plus rapidement. Et aussi une page d'information, voilà, où vous pouvez savoir ce que va être notre prochain livre avec déjà une explication de ce qu'est l'aventure. Voilà, si ça vous dit de le lire ou pas, ou si vous l'avez déjà lu, un petit rappel en fait au synopsis. Et Fred, autre chose aussi d'ailleurs qu'on va te réinviter, mais un autre podcast qui est en train de se remettre en route. J'en profite pour parler sur le PDVLH. Pour ceux qui connaissent notre réseau Tocity, voilà, on a aussi une autre émission qu'on a arrêté de produire depuis même un peu plus d'un an, que je faisais avec Basile, qui s'appelle Betamax Breakroom. Ouais, j'en suis des Betamax Breakroom. Voilà, deux films par épisode qu'on analyse. On essaie toujours de trouver des films qui ont un point commun ou une structure qui se ressemble. Ouais. Et puis voilà, avec Basile, en fait, ça nous manque. Malgré qu'on est occupé, on est en train de forcer pour se faire du temps. Pour trouver du temps, je veux dire, parce que ça, le faire, c'est un peu difficile. Et on va retourner sur Betamax, on est en train de préparer toute l'émission, et on prépare aussi un projet de côté. On va donc faire des podcasts en anglais. Donc voilà, pour notre public anglophone, si ça vous intéresse, on va faire donc des podcasts sur des OAV, donc des films d'animation japonaise distribués directement en vidéo. Pour ceux qui nous écoutent, vous savez avec Basile qu'on a déjà fait 2 numéros de manga. Voilà, on a attaqué des petites perles pour nous, Pat Labor, Venus Wars, Ninja Scroll. Donc Fred, je sais pas si tu avais vu ces épisodes-là, tu les avais écoutés ou? Non, moi j'avais plutôt écouté les premiers en fait, j'avais loupé ceux sur les OAV. Ouais. En fait, c'est une idée qui nous intéresse et on a envie de tâter un petit peu le podcast en anglais. Donc voilà, tout ça c'est en préparatif. Bien sûr, tout sera sur notre site web. Alors on n'a pas de date de sortie encore, on travaille dessus, c'est parmi toutes les choses qu'on essaie de développer dans Tocity. Donc voilà, ça vient au fur et à mesure, mais en tout cas c'est sûr que ça sortira cet été. En tout cas, on vous tiendra au courant via chaque épisode du podcast. Donc voilà.
Fred, comment dire, il y a, pas en France, j'allais dire en France, hélas, plutôt en Angleterre, il y a le deuxième festival des Fighting Fantasy qui arrive en septembre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors, ce qui est le Comic-Con pour les fans de comics, de cinéma, voilà, en fait, le Fighting Fantasy Festival, le Triple F, c'est le festival des livres dont vous êtes le héros, plein d'écrivains très connus, d'illustrateurs, de dessinateurs, que ce soit ceux qui sont les méga stars, les AAA, jusqu'aux indépendants qui sont connus dans les réseaux niches, ou même voilà tout type de personnes qui sont de ce milieu. Et c'est assez cool. Hélas, de mon côté, je pourrais pas y être. Fred, toi, ça te dirait d'aller en Angleterre en septembre? Franchement, moi, j'avais jamais allé en Angleterre. Je cherchais une occasion, mais c'est où exactement? Écoute, je t'enverrai toutes les informations possibles. Mais voilà, si ça te dit, tu pourras peut-être représenter le podcast si tu y es. Si c'est à côté de Stonehenge, pourquoi pas. Mais... Ouais. Enfin voilà, donc chers auditeurs, pour l'instant hélas on n'a pas vraiment de plan prévu pour avoir un booth ou ce que ça soit, mais en tout cas c'est quelque chose que de mon côté moi je regrette vraiment de pas pouvoir assister, hein. J'aurais bien aimé y être, rencontrer tout le milieu des Fighting Fantasy, mais voilà, ça sera pour une autre fois. Ouais, ça serait un bon trip à se faire dans la campagne anglaise. Je suis sûr que c'est dans un coin perdu en plus, non? Ça serait drôle. Mais c'est quand même le signe que cette littérature est encore vivace et qu'il y a un public et que donc ouais, c'est sympa. Je pense que c'est dommage que ce soit qu'en Angleterre. Peut-être qu'en Italie ou des trucs comme ça ou en Espagne, peut-être que ça pourrait se faire aussi, ou en certains pays de l'Est où ça avait bien marché. Mais en France, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde malheureusement. Mais bon. Alors c'est le 2 septembre dans l'université de West London en Hurling. Voilà, donc les tickets sont toujours en vente sur le site web de Défi Fantastique, fightingfantasy.com. Mais voilà, c'est avec grand regret que de mon côté, je pourrais pas y assister. Fred, si jamais tu y vas, toi, tiens-moi au courant, parce que ça serait l'occasion que tu te balades avec un enregistreur, qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Mais de mon côté, ouais, ça serait bien sympa. Il y aura donc les invités d'honneur, ça sera donc Steve Jackson et Ian Livingstone. Et puis bien sûr, il y aura plein de discussions, conversations, alors que ça soit sur la construction d'un livre dont vous êtes le héros, ou discussions sur les points de vue artistiques, plein de tables de jeu, bien sûr, du cosplay. Alors ça, je trouve ça excellent, le cosplay des livres dont vous êtes le héros. Je sais qu'il y en avait eu quelques-uns au Gen Con. Donc Gen Con, c'est le grand con en fait de Donjons et Dragons de Gary Gygax. Qui se trouve en Amérique chaque année, et les cosplays sont assez cool parce que le dernier, en fait, il y avait Joe Dever qui s'est rendu pour en fait, je crois que c'était pour non seulement vendre, mais pour publicité, annoncer en fait le jeu de rôle qui était sorti de Lone Wolf de Cubicle 7, et j'avais vu sur des photos en fait des gens qui étaient venus le voir déguisés en loup solitaire, et je trouvais ça génial quoi. C'est des cosplays auxquels j'aurais jamais pensé voir, et les mecs ils font un super boulot impressionnant, les tissus, les copies des armes en fait, et des fois ils portent même des trousses sur eux où ils ont créé en fait en objet physique certains objets symboliques qu'on trouve dans l'univers des livres. Et puis bien sûr il y a le coin des échangeurs, donc ça c'est assez cool qu'on collectionne les livres dont vous êtes le héros. Pour ceux qui collectionnent en français, on sait jamais, il y a toujours des collecteurs qui viennent de partout de l'Europe, mais surtout si vous collectionnez les livres anglais, vous cherchez un peu des petites perles, que ce soit des livres signés, même en français, des livres signés ou des copies assez spécifiques où les couleurs sont inversées dans une certaine impression que d'autres, ça vaut le coup. Donc voilà. Pour annoncer, c'est le samedi 2 septembre de cette année dans l'université de West London, Hurling. Rendez-vous sur fightingfantasy.com si vous voulez vous acheter des tickets. Voilà, Fred. Écoute, retour sur notre petit podcast. On a reçu du courrier des lecteurs. Oui, quand tu as parlé de cosplay, ça m'a faire penser au courrier des lecteurs de Julien. On le remercie beaucoup, Julien, pour son message. Je ne sais pas si tu as pris le temps de lui répondre directement par notre adresse mail, mais en tout cas, c'est un message qui nous a fait très plaisir. Et ouais, donc Julien, il a aussi une association de grandeur nature et de jeux de rôle. Et donc, on sait très bien que dans les grandeurs nature, il y a souvent des costumes. Et je l'invite, Julien, à nous faire connaître auprès de nous, et nous parler de son association. On fera le relais avec plaisir dans le podcast. Si ça peut lui attirer quelques joueurs ou des néophytes ou des gens qui veulent s'éclater cet été sur une partie de GL, nous, ça nous fera très plaisir. Voilà.
En effet, merci beaucoup Julien V pour ton soutien. Ça fait vraiment plaisir, mais on sait que les GN, ça demande un grand travail d'équipe, hein, très très difficile, donc assez impressionnant. Fred, moi ce que je propose, c'est si ça intéresse Julien, on pourra mettre ses contacts sur une page de notre site web. Voilà, des associations GN qui cherchent des joueurs. Ah oui, ouais, avec plaisir. Moi, j'avais une collègue qui faisait ça. Et je sais que pour préparer une partie, ça prend un an de préparation. Donc, je sais que, ouais, et puis en plus, ils ont peut-être besoin de bénévoles, de fans et tout. Qui nous en parle, ça se trouve, nous, on sera disponible pour faire son GN aux dates convenues, si c'est en juillet, hein, Xav. Mais oui, c'est vrai, je suis de passage, je rentre à la maison pour quelques semaines de vacances. En juillet, on pourrait se faire un deuxième apéro des fans à Paris, non ? Un apéro cervoise en grandeur nature, Dark Ages. Ça serait cool. Moi, ce que je propose, et voilà, aux éditeurs qui nous écoutaient, là, au Soft Podcast, je ferai aussi un petit mini podcast épisode pour annoncer le pot. Mais voilà, on avait fait ça en fait en 2015 pour rencontrer nos fans, nos auditeurs. Donc, Fred, je te propose qu'on se rejoigne sur Paris, au même café dans l'avenue de la République, et voilà, qu'on puisse discuter avec nos auditeurs, discuter un peu de la culture et la passion que nous avons en commun pour les livres dont vous êtes le héros. Je propose de ne pas faire le même voyage la veille. Ouais, en effet, c'est ça. On a voyagé une petite partie de l'Europe pour revenir en France. On était bien crevés. Mais c'était chouette, voilà, de rencontrer les fans, de discuter avec eux. Et franchement, on s'est bien marré. Hein. Ouais, moi, j'avais des bons souvenirs. Ouais. Voilà, écoute, ouais, ça sera à prévoir. Donc voilà, auditeurs, restez aux écoutes et puis on balancera dans un prochain podcast une date, mais ça sera sûr que ça sera entre le 5 et le 20 juillet de cette année 2017. Voilà, si vous voulez nous rencontrer sur Paris, prendre un verre avec nous et passer la soirée ensemble, on verra ce qui se passe. Hein. La nuit sera jeune. La nuit sera jeune, toujours sur Paris. Écoute Fred, avant de commencer à discuter les influences et les sources d'inspiration de ces livres, hein, La planète rebelle, que nous allons attaquer dans ce numéro, je te propose un titre de Macross 82-99 qui va te rappeler en fait les jeux de shoot 'em up sur Neo Geo ou même Super Nintendo. Oh là, ça me touche directement droit au cœur parce que j'adorais ce genre de jeu et puis les musiques faisaient vraiment partie de l'adrénaline et en plus Macross, ça reste une référence. Ouais, Macross. Donc envoie la purée, mon grand. Vas-y, c'est parti. Appuie sur l'accélérateur et tire sur tout ce qui bouge. Macross 8299. Ouais, les jeux comme R-Type, je me souviens de perdre sans arrêt dès que c'était le 2e ou 3e niveau, tellement que c'était difficile.
Bah ouais, ça dépend parce que il y en a eu différents, mais c'est vrai qu'il fallait s'accrocher dans ce genre de jeu. Et puis souvent, il n'y a pas beaucoup de niveaux. À Maxi, il y a 5-6 niveaux et pas plus. Et ouais, c'était un type de jeu qui s'est un peu perdu, mais je sais qu'il y a 2-3 perles qui étaient sorties. Et franchement, c'est le genre de jeu, moi, je jouerais bien, quoi, tu vois. Ouais. Ça prend pas trop de temps, ça te vide la tête. On a plein les yeux, donc ouais, c'est cool. C'est très cathartique, hein, ça c'est sûr. Ouais, ça peut rendre épileptique, mais. Et il y a aussi ce côté intéressant où c'est comme un entraînement sur les réflexes en fait. Les réflexes, ça c'est. C'est le masterisation, c'est ça. Alors, c'est pas fiable. Tu sais, l'évolution de ces jeux, juste la petite parenthèse, mais l'évolution de ces jeux en fait de tir, ceux qui étaient vus de haut en fait, donc où on bougeait de gauche à droite ou au bas. Comme c'était quoi 1941 bien sûr qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Ikaruga, tous ces jeux-là, tu sais comment ça s'appelle au Japon? Non. Des bullet hell. Ah. Puis ils sont en 3D isométrique aussi, Saxon et tout aussi, ça. Ouais, Saxon, ouais. Et puis bien sûr comment ils s'appellent ceux qui se moquaient de Parodius? Parodius. Ouais. Gradius aussi. Gradius, Parodius se moquait, de Parodius. Bon, c'est vrai qu'on parle de ces choses-là, mais on est dans un livre de science-fiction, mais peut-être... en fait, c'est un livre de SF, on n'a pas de bataille spatiale. Hein. Mais ouais, c'est parce que je me disais, pourquoi dans un bouquin de SF, ils font pas des batailles spatiales dans ce genre de jeu, la carte type, où t'es submergé, t'as vague après vague, t'as des mini-drones qui t'accompagnent, un artificier, un pilote, tu te dédoubles et tout, ça serait génial. Il y a le justicier de l'espace qu'on attaquera dans notre prochaine saga de science-fiction. Hein. On verra un peu ce qui nous attend. Peut-être qu'on a plus attaqué les livres ambiance comme on a vu. Hein. Pour l'instant, on est vraiment dans l'atmosphère John Carpenter et compagnie, donc... tous ces types-là de films assez années 80, hein, tout ce qui est les productions, tu sais, comme les films de Schwarzy, là, comment ça s'appelle? C'est un nanar, mais c'est vraiment un plaisir de le voir à chaque fois. Running Man. Ah, mais j'adore Running Man, moi. Et puis Total Recall, voilà, je retrouve vraiment dans cette saga qu'on a fait, en fait, de ces 3 livres de SF. Ça fait vraiment en fait, voilà, ce genre de film des années 80, ces budgets un peu moyens quand même, mais qui n'hésitaient pas en fait à nous créer en fait des histoires complètement inconcevables, quoi, qui sont extraordinaires en science-fiction, qui vont un peu partout, l'action partout, et puis avec des scénarios pas trop difficiles à comprendre, mais plus qui sont dans des univers complètement fantastiques. Bah justement, Fred, ça nous amène vers La Planète Rebelle, le livre de cette émission. Et puis bien sûr, comme d'habitude, nous discutons de la couverture. Alors la couverture, elle est assez sublime. Moi, je la trouve vraiment très dynamique. Il y a beaucoup de détails. Alors pour la décrire aux auditeurs, donc il y a 2 silhouettes, une silhouette de face qui est en fait un des antagonistes, c'est une race extraterrestre. Bon, même si là le dessin ne ressemble pas totalement à la description qu'on a dans le bouquin. Et donc il y a une silhouette humaine de dos, un peu avec un costume à la Tron, hein. Ça m'a fait penser à Tron, je sais pas pour toi aussi. Ouais, j'aime bien surtout si on regarde un peu plus proche sur le casque, on voit des antennes qui sont de gauche à droite, un peu comme les vis de Frankenstein. Ouais, bah c'est... de Frankenstein. Et moi je sais pas, mais un truc qui m'a fait rire, c'est qu'en fait l'antagoniste, il ressemble un peu à un lézard bipède menaçant, assez grand. Et moi je sais pas pourquoi, il m'a fait penser au prêtre d'Indiana Jones dans le Temple maudit. Donc il avait pas côté pareil. Avec la scène, avec les flammes et tout, j'ai vu le mec du Temple maudit en lézard, quoi. Peut-être c'est les couleurs qui te font penser à ça, là, le rouge. À un moment, quand je regarde la couverture, je me dis, on dirait le prêtre dans Indiana Jones. Alors pourtant, c'est un lézard bipède, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a fait. Ah, c'est voilà. Comme référence que ça t'évoque, ça. Ouais. Le côté tribal, je sais pas, le pagne rouge, je sais pas. Alors j'ai pas rencontré exactement la séquence de la couverture, hein, mais en tout cas c'est l'univers du livre. C'est pas une couverture qui sort un peu de nulle part. Bien sûr, c'est l'une des planètes que l'on va visiter, et donc la créature, le monstre qu'on a sur les pochettes, c'est l'un des 3 types de monstres qu'on va rencontrer dans l'aventure. Ouais, mais il manque sa queue, du coup. Ouais, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas totalement. Il y a sa queue, tu la vois pas? Ah oui. Alors, chose intéressante, est-ce que c'est bien une tête de lapin à sa ceinture? Attends, tu m'intrigues là. Ouais, vas-y, je te laisse zoomer ou regarder le livre de plus proche. Non. Parce que c'est les oreilles, elles ont pas d'os qui montent aussi haut, donc c'est une bête à cornes. Mais on dirait quand même un lapin, regarde les dents avec les yeux et les oreilles.
Ouais, je pense qu'il. C'est l'ancêtre de Bugs Bunny, je sais pas. Mais c'est vrai, non? Ça fait assez bizarre. Je sais pas d'où ça sort. Regarde, avec je sais pourquoi vous avez pensé au prêtre d'Indy, c'est que c'est lanière en cuir, c'est pour ça. Ouais, bah oui, la ceinture dorée, les lanières en cuir, la tenue cérémoniale de sacrifice. Ouais, c'est ça. Et puis au fond, on voit bien le petit château et puis les bâtiments un peu plus modernes en haut de la cité. Donc une couverture assez cool, surtout avec une armure assez en fait représentative et emblématique de ce qui fait penser au dessin science-fiction de Michael Whelan ou Boris Vallejo. C'est ça, je disais que ça faisait vraiment couverture de livres de science-fiction, celle-ci, donc ouais, Vallejo, il en a fait plein. Donc, Et puis c'est un très bon choix, je trouve, comme couverture, parce que ça nous transporte tout de suite dans une scène d'action où on sent que c'est le climax de fin du livre, comme quoi c'est le duel final. Et ce que j'aime bien aussi, c'est de voir notre héros, en fait, qui n'a pas d'armes et qui se retrouve confronté à cette énorme bête féroce. Mais il a l'air un peu surpris, en fait, le protagoniste, ouais, donc... Ouais, ou peut-être qu'il se rend compte qu'il est vraiment dans la merde et il a une position de biche, en fait, qui est en train de mater les phares d'une voiture qui fonce dessus. Comme l'autre est surélevé, qu'il a une épée qui est aussi grande que nous et qui sourit férocement, oui, et puis nous on a l'air comme piégés dans les lumières. Ouais, c'est ça, on est piégés par les lumières des phares de la voiture. Ouais. Le lapin, c'est plutôt nous, tu vois, pour le coup. C'est ça, ouais. Voilà, très bon choix de couleurs vibrantes et puis des poses de nos deux personnages qui nous révèlent qu'un combat à mort va avoir lieu. Ouais, parce que mine de rien, on va avoir le dessus, malgré l'instant T, là, de la couverture. Ouais. Enfin, ça dépend de tes jets. Oui, ça dépend de tes jets, ouais. mais j'ai trouvé, j'avais noté Fantastique des ennemis, ils les ont pas trop fait balèze dans ce bouquin, ils ont été gentils. Hein. Et voilà, juste comme petite note, mais on va parler aussi, bien sûr, de l'illustrateur, mais voilà, l'artiste de la couverture du livre est Gary Mayes. Et justement, Fred, si tu nous parlais un petit peu de ce livre. Oui, donc La Planète Rebelle, donc c'est un livre-jeu, hein, donc écrit par Robin Waterfield. Donc il a été illustré par Gary Mayes, qu'on connaît bien, donc surtout dans la série des livres SF. Donc il a été publié le livre à l'origine en 85 par Puffin Books, donc la série des Fighting Fantasy de Steve Jackson et Ian Livingstone. Dans la série originale, c'est le numéro 18. Et dans la série des rééditations de Wizard, il n'y a pas de plan de publication pour ce livre, malheureusement. Donc chez nous, on a une traduction par C de Golf et quelqu'un a traduit plusieurs dans les défis fantastiques, donc La Planète Rebelle, L'œil d'émeraude, Le pirate de l'au-delà, La nuit du nécromancien, Le sang des zombies, mais aussi dans la série La voix du tigre. La voix du tigre, c'était La vengeance du ninja, il y avait les parchemins de quai de soins et puis les seigneurs de la guerre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la section des Fighting Fantasy News, donc en fait c'était une section du journal à l'époque, qui était que sur les livres-jeux, qui s'intitulait Warlock, qui était distribué, si je me souviens, par Games Workshop. Et dans le numéro 5, donc voilà, il y a une section qui s'appelle News, où il révélait, où il projetait, où il donnait un petit peu des spoilers ou des infos sur les prochains livres qu'ils allaient publier. Et là, justement, la mise à jour sur les projets de futur des Fighting Fantasy était donnée comme dans un calendrier de publication. Comme ça, les lecteurs pouvaient savoir qu'est-ce qui allait sortir et à se préparer justement à commander chez les libraires. Et ce qui était intéressant dans ce calendrier, c'est qu'il y avait un titre en fait qui était prévu pour novembre 85 sous le nom en anglais qui est donc The Aliens of Arcadion, qui se traduit en français par Les extraterrestres d'Arcadion. Et c'était spécifiquement noté comme un titre provisoire, car bien sûr, le titre The Aliens of Arcadion est devenu par la suite Rebel Planet, qu'on connaît en France par Planète Rebelle. Et puis, une offre qui était assez intéressante, parlons aussi de ce magazine de Warlock, dans le numéro 7, il y avait en fait une offre de précommander le livre qui était signé par Steve Jackson et Ian Livingstone. Ça, je trouve que c'est assez classe d'avoir un livre signé par eux deux. Dommage que c'était pas signé aussi par l'écrivain. Ouais, dommage. Mais bon, oui. C'est déjà assez cool quand même d'avoir un livre signé de la collection Défis Fantastiques par les deux créateurs à la base. Mais Fred, si tu nous parlais un petit peu justement de l'écrivain Robin Waterfield. Ouais, donc Robin Waterfield, ce petit garnement est né en 52, il a étudié la littérature classique, ça tombe bien, à l'université de Manchester. Donc il a obtenu son diplôme en 1974.
Il a poursuivi après des recherches plutôt de philosophie grecque ancienne au King's College, puis à Cambridge en 1978. Donc, Robin a du goût. Après quoi, il est devenu conférencier à l'université de Newcastle et par la suite à la St Andrews University. Il a travaillé pour Penguin Books en devenant copé-éditeur et puis un éditeur de mise en service. Et il est maintenant écrivain indépendant. Donc il a, à part La Planète Rebelle qu'il a écrit pour Puffin en 85, il y a eu Les Masks of Mayhem, donc c'est les Sceaux de la Destruction pour Puffin en 86, Phantoms of Fear, Les Spectres de l'Angoisse en 87, et le numéro 55, Deathmore, Le Voleur de Vie, en 94, donc un sacré écart. Fred, je voulais juste te dire, interrompre vite fait, en fait, c'est assez intéressant, mais ces 3 derniers livres, donc Le Voleur de Vie, Les Spectres de l'Angoisse et Les Sceaux de la Destruction, ce dernier un peu moins, mais c'est des livres assez difficiles à collectionner de la saga des Défis Fantastiques. Ah oui, on a du mal à les trouver ? Ouais, c'est assez intéressant parce que, 3 des plus difficiles sont bien sûr par l'écrivain Robin Waterfield. Ça se trouve, il a mis en scène sa propre rareté pour mieux pouvoir les revendre. Voilà. Ouais, d'ailleurs, je t'emmène à Paris, on va fouiller les bibliothèques pour se trouver des livres dont vous êtes le héros, tous les deux. Et j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Non, Fred, écoute-moi bien, je veux pas savoir. Il y a de la place sous ton écran d'ordinateur, non ? Attends, mais là, ma chambre, je planque les bouquins partout déjà. Donc, j'en ai partout dans ma cave, où tu me diras, c'est pas pour 10 bouquins en plus que... Hein. Exactement. Tu peux pas t'empêcher d'acheter des livres, on est d'accord. Non, là j'en ai quelques-uns d'attente d'ailleurs. Est-ce que t'es sérieusement en train de me donner une excuse de pas acheter des livres dont vous êtes le héros ? Non, c'est bien, on va collectionner. Ça vaudra $10 dans 50 ans. Moi, je t'admets que je vois, donc il y a un groupe Facebook auquel on regarde souvent, puis on poste nos news dès qu'on a un nouveau podcast. Mais il y a de sacrés collectionneurs qui ont vraiment de belles collections. Ouais. Donc assez impressionnant. Bravo au chapeau en tout cas à ces collecteurs. Vraiment difficile de tout obtenir. Surtout certains qui essaient d'avoir tout en collection quasi intouchable. Et puis justement cette sacrée couverture, parlons de l'artiste, Fred, Gary Maes. Oui, Gary Maes qu'on connaît, donc qui avait fait Le Chasseur des Étoiles. Donc on va pas refaire sa bio, mais donc il a quelques autres publications qui sont liées aux Défis Fantastiques. Faut savoir aussi donc par la suite il a travaillé pour White Dwarf. Donc il a fait Le Chasseur des Étoiles, La Planète Rebelle et La Grande Menace Robot. Donc c'est nous qu'on doit l'apprécier quelque part parce qu'on a fait tous les bouquins qu'il a fait et comme souvent on se base sur la couverture. Ouais. Je crois que c'est le seul moment où l'expression française on ne juge pas un livre sur sa couverture en fait est fautif pour les livres dont vous êtes le héros. Bah oui, c'est souvent ça le premier. Je pense qu'on va tous acheter pour la couverture. Ouais, la couverture est vraiment symbolique et importante à l'ouverture parce que c'est des livres où on a tellement ce choix de destin qu'en effet la couverture on voit ça comme une option. Donc je trouve qu'elle est un peu plus impliquante en fait dans notre choix et notre lecture. Elle a beaucoup plus d'importance parce que cette couverture, ce qu'elle révèle en fait, c'est un peu un package, un lot de ce qu'on va pouvoir peut-être vivre. Bah c'est ça, c'est ce qui va te dire notre imaginaire tout de suite et ce qu'on a envie de vivre comme aventure. Donc c'est très important. Ouais. Et puis l'illustrateur de la couverture qu'on avait parlé précédemment, donc Alan Craddock, qui était le coloriste très reconnu qui travaille chez 2000 AD, le magazine britannique, incontournable même de l'Angleterre. Mais il a aussi dessiné d'autres couvertures des livres dont vous êtes le héros. Oui, dans la série Défis Fantastiques, comme autre couverture qu'il a pu faire, il y a eu le numéro 27, Le Chasseur des Étoiles, et le numéro 47, Des Mercenaires du Levant. D'ailleurs, c'est l'un qu'on n'a pas encore lu. Oui, 47, oui. Est-ce qu'on a dépassé les 20 déjà ? Je sais pas. On en fait pas mal, c'est cool. Mais je pense que là, par la suite, on va s'attaquer à d'autres collections. Ça va être assez intéressant. Et puis voilà, écoute... Ce livre, en fait, en le lisant et avant d'attaquer l'aventure qu'on a vécue, question pop culture, il y a quand même des moments assez intéressants. Il y a des choses qui nous plongent vraiment dans un univers, encore une fois, très spécifique de la science-fiction. Je trouve qu'il se distingue beaucoup des précédents livres qu'on a lus. Fred, qu'est-ce que ça t'a évoqué, toi, en fait, cet univers de la Planète Rebelle ?
Ouais, bah moi ce bouquin, donc encore dans la veine space opéra dont on avait parlé, c'est-à-dire donc un empire galactique, là une planète rebelle qui après avoir été colonisée par la Terre dans une quête d'expansion ancienne, bah maintenant on se retrouve avec sa technologie, sa façon de procéder avec un ordinateur central qui contrôle tout le monde et tout le monde doit avoir les mêmes pensées. Donc ouais, ça se fait penser à tout cet univers un peu space opéra où les humains ils sont pas trop dominants, donc ils sont obligés de se débrouiller. Et donc s'il y a des références, moi que les longues descriptions quand même qui sont faites des différentes races extraterrestres, leur comportement, leurs différences physiques, leurs différences culturelles même, bah moi ça fait typiquement penser à Jack Vance et le fameux exemple du Pnum, du Dir, du Vank, donc le cycle de Chai, avec ces 4 races extraterrestres différentes qu'il rencontre, qui lui posent des problématiques différentes et auxquelles il doit s'adapter. Donc moi, dans cet univers on va de planète en planète, et à chaque planète il y a une rencontre, ouais, ça me fait typiquement penser à ça. Ouais. Bah écoute, il y a un truc que tu me fais penser en fait, et c'est marrant, pendant toute la lecture du livre, ça m'est pas venu en tête. Mais quand tu parles de superordinateur qui gère donc une conscience commune, ça me fait penser au jeu de rôle, en fait, Paranoia. Enfin, je l'ai mal prononcé, mais Paranoia, ouais. Alors que j'ai toujours fantasmé sur ce jeu, parce que j'ai toujours vu une couverture, mais je sais pas du tout de quoi il parle. Oh, c'est pas possible, merde. Dire que je l'avais, on se connaît depuis tellement d'années, c'est vrai que j'ai jamais masterisé avec toi dans le jeu. Écoute, pour j'ai bien compris, ouais, fallait tuer tout le monde. Mais si, je crois qu'on a fait une partie. Ouais, tu fais une partie ensemble. Mais... De certaines façons, c'est un peu ça. C'est très difficile comme jeu de rôle. Alors, je suis sûr qu'il y a d'autres maîtres du jeu qui me contrediront. Et bah voilà, bah écoutez, moi je suis ouvert toujours à écouter les avis des autres. Si vous voulez m'annoncer des mails sur vos expériences de Paranoia, ce sera un plaisir avec nous, Fred, de les lire sur le podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager vos histoires. Mais Fred, si je dis pas de conneries, après mon expérience de Paranoia, tu joues en fait le méga ordinateur qui donne des missions en fait à différents types de niveaux qui sont représentés par des couleurs. Donc ces niveaux-là, en fait, c'est des gens, des êtres humains que tu joues qui ont des noms qui doivent en fait être des jeux de mots, des lapsus, de chiffres et de lettres. Et puis voilà, on vous envoie dans des missions qui sont chaotiques. Mais le truc dans le jeu, en fait, c'est que quand tu crées des fiches de personnages, chacun a en fait une mission interne qui est d'éliminer l'un ou tuer l'autre. Mais aussi, chaque personne dans le jeu a différents rôles. Il y en a un qui donne des pilules de joie ou des pilules de stress aux gens, et d'autres qui sont en fait en charge des armes, puis d'autres en charge des véhicules. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment de créer donc une mission commune au groupe à réussir, mais aussi de créer la confusion. Donc en fait, il faut vraiment être dans le bon esprit, je trouve, de jouer à Paranoia. Et c'est assez pratique si on est, par exemple, si on aime faire l'idiot, on est un bon comédien, on a de bonnes blagues. Donc si t'as un groupe de comédiens ou des gens qui sont très rigolos qui jouent à Paranoia, c'est la source parfaite justement pour créer de nouveaux sketchs ou des conversations hilarantes. C'est un jeu où il faut vraiment se mettre dans l'esprit, on est là pour se marrer, mais il faut travailler aussi là-dessus, quoi. Il faut pas hésiter à faire le jeu de mots ou créer une situation qui est complètement improbable. Donc c'est un jeu de rôle assez cool. Simple, mais qui est assez complexe si justement on veut créer des aventures assez explosives. Bah, vu de nez comme ça a l'air, si c'est chaotique, à mon avis, tu peux vite fait perdre le contrôle et les joueurs partir en freestyle, mais bon. C'est souvent le cas de ce qui se passe. Après, la chose intéressante, c'est que le méga ordinateur surveille toujours les joueurs et n'hésite pas à les désintégrer s'ils désobéissent. Ouais, c'est la carotte et le bâton. Voilà. Mais ça me fait vraiment penser à ça, donc à Paranoia, méga ordinateur. D'un autre côté, moi, ça me fait penser beaucoup à l'univers, et je pense que c'est à cause des voyages sur les planètes. Bon, on en fait quelques-unes, mais ça me faisait penser, tu sais, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais à Total Recall, donc le fait que quand le personnage de Schwarzy arrive en fait sur Mars, il y a tout un autre univers, et ça me faisait penser à ça, nous, quand on atterrissait à chaque fois sur différentes planètes. Donc on explore... Il y a combien de planètes déjà ? Il y a, on commence par la planète Tropos, puis Radix, Almurius, et puis enfin à la fin on fait la mission finale sur Arcadion. Et ça me faisait penser un petit peu à ça, où on a une mission secrète qu'on essaye de réussir, quand on est complètement entouré de contre-espions ou d'assassins ou de la police qui essayent de nous éliminer à n'importe quel faux geste que l'on fera. Côté lecture, écoute, certaines planètes me font vraiment penser à l'univers de Dune.
Pas à cause de... Alors de Dune, je dis le livre, hein, pas la planète de Dune, excuse-moi, je veux dire certains épisodes que l'on vit sur certaines planètes me font penser à Dune. Surtout, il y a un moment où j'ai rencontré quelqu'un qui me faisait penser à si le duc Harkonnen, en fait, se soignait un peu plus et était un peu plus exorbitant dans ses bijouteries. T'imagines des bagues au bout de ses doigts bouffis, là, ça serait... Mais j'ai rencontré un personnage qui me faisait beaucoup penser à cela, Porky, c'était son nom. Je l'ai croisé aussi. Tu l'as croisé aussi, ouais. Je crois qu'on est obligé de le croiser. Ouais. C'était assez cool comme aventure, et il se passait beaucoup de choses, un grand développement, côté saga. On sent que notre personnage vit beaucoup d'événements, ce qui m'a un peu impressionné si je compare à d'autres livres défis fantastiques ou même d'autres séries. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'épisodes, qui se passent dans cette histoire. Mais c'était assez cool et ça me faisait penser à pas mal de choses, mais au bout d'un moment je trouvais que ça avait son propre univers assez unique et qu'en effet la planète rebelle c'était une aventure assez cool. De même, comme on parle de jeu de rôle, je trouve que ça pourrait être complètement de son côté, en utilisant des règles adaptées de science-fiction, dans l'univers de jeux de rôle, défis fantastiques, on pourrait créer une campagne en fait planète rebelle. Ouais, c'est largement possible en fouillant un peu plus sur chaque planète, qu'on a comme des descriptions, elles ont leur thème particulier, donc ce serait possible. Mais parmi pas mal de livres dont vous êtes le héros, je trouve que ce scénario-là, il serait assez pas mal en campagne. Voilà, c'est sûr qu'une partie par planète, ça pourrait être assez cool. Et d'ailleurs, dans l'introduction du bouquin, il y a une grande part qui est liée à l'historique, en fait, avant même de débuter l'aventure. Et c'est vrai que on l'a toujours ces paragraphes-là, mais là... il est un peu plus long, hein. Il y a quand même 7-8 pages. Déjà tout l'historique de la colonisation des planètes, les étapes, celles qui sont... en fait, oui, ça trace pratiquement un millénaire d'histoire. Oui, donc pour le coup, c'est vrai que ça a permis d'étoffer un peu ce monde et ça nous a mis dans l'ambiance et notamment les descriptions des différents extraterrestres qui est intéressante. Ouais, c'est assez sympa. Donc voilà, écoute, en pop culture, ouais. Fred, deuxième pause musique, puis on attaque notre aventure. Ouais, donc là, si j'ai bien compris, on fait une petite pause moins vitaminée, moins épileptique que l'autre, et on va faire une petite balade on the moon, c'est ça ? C'est ça, partons sur la Lune. Pas avec Sting ou Police, mais plutôt donc un compositeur qu'on n'a pas le nom. Alors, j'avoue, ça vient d'une BO de film de science-fiction. Alors, je sais même pas pour quel film c'est. Mais... Tu sais quoi, j'ai quelques codes de jeux sur tablette Android et iStore de Tillman Games. J'en ai en français. Si l'un des auditeurs nous trouve de quel film vient cette bande originale, je lui file un code pour un des jeux livre-jeux interactifs. Bonne idée. Voilà, écoute, c'est parti. Et je te dis à bientôt on the moon.
Allez, on disparaît de la Lune et puis on retourne sur Terre. Ah, cher. Alors, l'aventure, c'est parti. Fred, raconte-nous l'histoire tragique de la galaxie rebelle. Excuse-moi, la galaxie rebelle. Tu vois, t'as dit l'histoire tragique de la... Parce que c'est... L'histoire tragique... Ce titre, la galaxie tragique, là, c'était improbable. Le chasseur de la grande menace des robots de la galaxie tragique, de la planète, de la galaxie rebelle. Le chasseur robot... Bref, t'as vu ce que j'ai fait. N'importe quoi. Le chasseur de la grande menace des planètes rebelles. C'est ça, trop d'SF, c'est ce qui se passe là. Mélanger le titre. Alors raconte-nous justement la tragique histoire, le préquel en fait, de la planète rebelle. Oui, donc on avait dit qu'il y avait un historique. Donc pour faire court, donc les Terriens sont tyrannisés par un empire galactique qui vient d'une lointaine colonie, les Arcadiens. Ils forment une ruche reliée à un ordinateur central par télépathie, et donc en fait ils ont colonisé toutes les anciennes colonies de la Terre. Ils ont remonté en fait les colonies, ils étaient de plus en plus éloignées de la Terre, et ils sont partis des franges des colonies pour revenir en sens inverse et coloniser toutes les planètes. Et la dernière c'est la Terre. Et en fait la Terre, le système d'ordinateur central par télépathie, ça marche pas. Les humains sont trop individualistes, et donc du coup ils sont obligés de régner par la force. Et donc il reste comme à chaque fois, les humains, dès qu'on les violente, et ben ils ont qu'une seule envie, c'est de se venger. Donc une sorte de révolte se forme, et nous on est un espèce d'agent de la rébellion, et on va se faire passer pour un représentant de commerce en fait, qui va convoyer différentes denrées le long d'un pèlerinage à travers différentes planètes. Et en fait, ce pèlerinage est un prétexte pour rencontrer d'autres membres de la rébellion sur les autres planètes qui ont été mis au joug de l'Empire galactique. Et en fait, on a besoin de leur assistance pour rejoindre la planète des envahisseurs, Arcadion, et accéder à l'ordinateur central. On a une information, c'est que pour accéder à l'ordinateur central, il faut un code à 9 chiffres, et qu'en fait, il se décompose en 3 séries de 3 chiffres, et que chacun de nos contacts pourra nous en donner une partie. Et on nous indique aussi dans des petits paragraphes à quoi ressemblent les Arcadiens, sachant qu'il y en a de 3 types. Selon la place de leur continent, il y a un continent central sur leur planète. Donc s'ils viennent du nord, ils sont plutôt grands et lancés, ils font 3 mètres. Ils ont la tête plate et avec une queue qui se finit par un dard, donc on peut considérer que c'est un peu des combattants. Il y a des Arcadiens du Sud, ils sont plus petits et trapus. Ils n'ont pas de queue avec un dard, mais eux, ils ont des antennes sensitives au-dessus de leur tête. Et grâce à leurs antennes, en fait, ils sont un petit peu, pas télépathes, mais ils ressentent les émotions. Donc on dit d'eux qu'ils sont plus faciles, ils sont de meilleure humeur, mais ils sont facilement vexables parce qu'en fait, des fois, ce qu'on pense dans notre tête, ils le ressentent. Donc si tu l'as traité de connard, il le sait, quoi. Donc faire très attention avec eux. Et ensuite, les Arcadiens du centre, eux ont une physiologie qui est plutôt semblable aux êtres humains. La seule différence, c'est qu'ils ont une tête allongée, une espèce de crête sur le crâne, donc ça peut un peu faire penser à des reptiles. Donc voilà, le décor est planté, et nous, on n'a plus qu'à faire notre mission. En fait, on récupère une denrée sur chaque planète et on la débarrasse à la planète suivante. Et voilà, donc tout ça, c'est un prétexte. Donc c'est parti. Un prétexte pour un puzzle, en fait, de fin de jeu. Ouais, alors je sais pas pour toi, mais quand moi ils m'ont annoncé que ce serait un code, j'ai fait aïe aïe aïe, parce que la plupart du temps ça se passe pas très bien pour moi. T'es pas le seul, moi aussi. Oui. Mais je me suis dit bon, on va voir ce que ça va donner. Donc on sait qu'on va récupérer 3 morceaux d'un code en fait. Donc après oui, une petite précision, le code c'est un code binaire en 1 et 0. Donc ça c'est une information importante. Donc voilà, donc c'est un code binaire de 1 à 0 en 9 chiffres sur une séquence particulière pour accéder à l'ordinateur central et pour libérer l'espèce humaine du joug de l'Empire galactique. Voilà. Et première destination, Tropos, en effet. Donc ça nous amène sur une planète où... en fait, c'est la planète pas où ça nous amène, c'est là où on commence l'aventure. Écoute, non, pardon Fred, t'as raison, on commence sur Terre, c'est ça, et puis on est envoyé dans notre vaisseau spatial pour aller sur Tropos. C'est ça, un vaisseau automatique, on a juste à se mettre au volant, mettre la destination, et il fait le boulot.
Donc, pour les auditeurs, pour vous dire à l'avance, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec Fred, on se rend compte qu'on a quasiment fait la même aventure, sauf avec des petits détails assez différents. Donc, en fait, on se rend compte que c'est une histoire narrative qui est assez consécutive, assez unique, en fait. Donc, c'est sûr et certain qu'on visitera les mêmes planètes et qu'on vivra un peu les mêmes événements principaux. Contrairement à d'autres livres dans Vous êtes le héros, il y a vraiment des circuits très distingués l'un des autres. Ici, pour ce livre, c'est une histoire qui quasiment des fois qui devient un roman. Bah c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits clés par lesquels on est obligé de passer, qu'il n'y a pas le choix. Et je pense que c'est dû au fait qu'il y a ce soit un code, la résolution de l'intrigue. Bah, après, on verra, on fera le petit point de détail pour voir si c'est vraiment si pertinent que ça. Voilà. Juste après on n'a pas parlé du système de combat, qui est un système de combat classique, hein, avec 2 en dommages, on peut utiliser des points de chance supplémentaires pour augmenter les dommages, et qui nous donne la particularité de combattre au corps à corps ou avec une épée énergétique qui se déploie tel un sabre laser. Et par contre, moi j'ai pas vu l'intérêt du sabre laser, sachant qu'au corps à corps, si on fait un score, si on fait un 6 sur un combat au corps à corps, on peut compresser les points vitaux de nos adversaires et les faire tomber au sol. Donc, mais on est plus efficace au corps à corps qu'avec une épée, mais bon. Ça dépend si tu roules des 6 souvent ou pas. Ouais, ça dépend. Mais c'est bon, ça te fait une chance supplémentaire de... Ouais. Mais c'est là où c'est intéressant, parce que l'épée, quand même, ça fait plus de dégâts, mais c'est... Non, ça fait pas plus de dégâts. Les deux, ça fait 2 de dommages. C'est juste que quand tu touches au corps à corps, si en plus tu fais un 5 ou 6... Donc ouais, bon, ça c'est des petits trucs... Bah, c'est bizarre quand même. Hein. Comment ça se fait que l'épée fait pas plus de dégâts? Je pense que l'épée c'est plutôt pour le style, s'imaginer. Le style. On est comme dans les années 80, donc Star Wars c'est quand même. Ouais, 85, ouais, donc en effet quoi. C'est déjà eu le retour du Jedi et tout en 83, donc en effet quoi. La vague continue à surfer jusqu'à aujourd'hui Star Wars. Bah écoute, allez, c'est parti l'aventure. Donc Fred, qu'est-ce qui m'arrive? Bah alors moi je suis en train de voyager dans mon vaisseau spatial, commence l'aventure. Et puis ça commence déjà avec un petit coup de stress, car il me semble qu'il y a un vaisseau en fait en train de me poursuivre. Et ce que je fais comme premier choix, c'est je préfère avoir un comportement je préfère pas avoir un comportement suspect et je le laisse continuer sa route. C'est ce que je fais donc, et puis finalement le vaisseau me poursuit, mais j'ai l'impression qu'il suit juste la même destination que moi. Donc j'atterris sur Tropos, et là tout de suite, le but de l'histoire, hein, ce qu'il faut faire, accomplir la mission, je cherche immédiatement un endroit où me planquer. Donc je vois un hôtel à proximité, et je commence à retracer un petit peu l'historique du livre, à bien me souvenir de ma mission, le contact de la résistance que je dois retrouver. Et donc je me souviens que il faut qu'on retrouve en fait notre contact de la résistance qui se nomme Bellatrix et qui se trouve dans un bar nommé le Club de l'Astéroïde. Voilà, donc pour notre première planète, on nous donne ces 2 indices-là. Et puis bien sûr un dernier indice que j'ai oublié, le 3e, qui est une particularité en fait de cet agent qu'on doit rencontrer, Bellatrix, qu'il a en fait un sens du devoir et de l'honneur assez haut, assez prestigieux. Donc voilà, une qualité qu'on peut retrouver de sa personnalité. Alors je me trouve en fait dans ma chambre, je dois trouver une chambre, donc je vais déranger le concierge qui est en fait un Arcadien en train de dormir. Donc pour éviter de faire des histoires, basiquement je vois mon nom hein, sur le comptoir, donc je prends la clé et puis je continue en fait je me dirige vers ma chambre. Donc je rentre dans la chambre et en fait je vois que dans la chambre d'en face la porte est ouverte et en fait il y a un homme qui est en train de pleurer. Je me dis bon, je vais peut-être le consoler. Je veux dire là, c'est le moment, c'est de me faire des contacts, d'avoir un peu d'indices. Donc j'hésite pas en fait à discuter avec les gens tant que c'est pas des choses un peu trop suspectes. Donc je viens le voir et la personne en fait m'explique qu'il est dans la merde, que les Arcadiens en fait l'empêchent de reprendre son vaisseau et donc il ne peut plus retrouver sa famille. Il est en blocus. Donc je reste avec lui et je décide justement de rester compagnie, d'être à ses côtés. À ce moment-là, il y a un Arcadien qui vient avec un fouet magnétique et qui nous accuse, nous les 2 humains, d'avoir tué le garde de l'entrée. Et je me souviens, mais non, le garde de l'entrée, il veut dire le concierge. Il n'était pas mort quand on y était. Et en fait, comme punition, il y aura donc 10 humains qui devront mourir. Donc, en effet, c'est un peu difficile de sortir de ce pétrin. Et c'est peut-être en fait un coup de la rébellion qui s'est passé pendant que j'étais avec cet homme en train de le consoler. Donc, je décide justement de répliquer et de pas se laisser faire avec l'homme.
Donc je prends cher dans mon premier combat, mais je t'admets que moi j'ai utilisé l'épée, c'était un peu comme difficulté facile à moyen, donc je préférais prendre l'épée pour éviter les coups un peu trop difficiles, et puis peut-être après je passerai au point quand ça devient un peu difficile en point de santé. Donc j'arrive à battre l'Arcadien. L'homme en fait est surpris en fait de notre puissance d'attaque et nous demande de le suivre. Je dis ok, ça commence bien, qu'est-ce qui se passe? Donc nous quittons en fait l'hôtel et puis nous nous baladons dans les ruelles de la métropole. On découvre en fait une atmosphère qui fait penser un peu aux méga-cités de Judge Dredd. Et on arrive enfin dans une maison en fait qui se trouve sur les côtés. Il tape plusieurs fois à la porte et c'est seulement après quelques minutes que la porte s'ouvre. Je me dis ok, là c'est sûr qu'on rentre dans la résistance, j'ai confiance. Le mec il me demande d'attendre dehors. Je dis ok, je comprends. Je décide de faire de même, mais à ce moment-là où je suis en train... Hein? T'es bien innocent, toi, j'ai confiance, je t'attends. Ouais, c'est le début, je sais pas, tu sais, j'étais à ses côtés, je me dis, est-ce que la situation, peut-être qu'il faut que je prenne des risques? Et c'est vrai que je suis un peu trop confiant. Alors je suis en train d'attendre dehors et je vois en fait qu'il y a des gardes acadiens qui s'approchent. Et là, je dis, bon, tant pis, je peux pas rester, donc je décide de m'enfuir. Et en fait, je me rends à une autre maison et puis je tape sur une porte qui est à proximité. Et il y a un homme en fait qui me voit, qui m'ouvre la porte et qui m'aide tout de suite. Il me laisse dans son lobby d'entrée, et je vois qu'il a plein de caméras, il a des interrupteurs partout, et je me dis, oh là, c'est comme un petit QG, en fait. Il attend que les gardes se réunissent sur son palier, et puis en fait, il appuie sur une radio télécommandée, et puis il y a une explosion qui se fait entendre à l'extérieur, et on voit en fait sur les caméras qu'il avait miné son entrée. C'est une scène de ouf, hein. Je m'attendais pas du tout à ce moment-là. Ouais, moi ça me fait penser à Heavy Metal, le film d'animation avec Harry au début, l'histoire du conducteur de taxi. Il a une sorte de désintégrateur qui se trouve à l'arrière-siège, au cas où il a des clients qui veulent le voler ou le piller de sa voiture. Et puis il les désintègre avec un bouton. Ben oui, en effet, je m'aperçois qu'ils ont explosé avec la mine piégée. Il y a quand même un Arcadien, le troisième de la compagnie qui arrive à s'enfuir, le seul. Mais bon, j'ai pas vraiment le temps de réfléchir, car je ressens un choc derrière moi, qui m'évanouit tout de suite, donc je sais que bien sûr j'ai été tabassé sur le crâne, pas tabassé mais comment dire, j'ai reçu un coup qui me met dans les pommes. Après je commence à me réveiller et je remarque que j'ai un sac sur la tête, je sens que je suis accompagné par quelques gardes ou des gens qui me font traverser ce qui me pense être des égouts. On entend un peu des bruits caverneux, des échos, des gouttes qui tombent, des sortes de fleuves profonds, donc ouais, soit une cave, soit les égouts, vu que c'est une ville, les égouts. Hein. Et donc une fois qu'on me retire le sac, je me retrouve en fait dans le repère de la résistance. Je vois tous les résistants qui sont armés, qui ont leurs fusils, leur tenue de résistant. Et en face de moi se trouve, je pense, leur chef, donc je me dis tout de suite, c'est Bellatrix. Super, j'ai trouvé Bellatrix dès le début. Et donc, il me demande en fait de prouver mon allégeance à la résistance, ce qui est compréhensible. Je fais de même, je lui explique en fait pourquoi je suis là, et je suis là pour obtenir sa confiance. Et est-ce que c'est elle, Bellatrix, ou c'est il? C'est elle. C'est elle, Bellatrix. Donc elle me demande en fait de l'accompagner dans une mission d'assassinat, et de tuer en fait l'un des serveurs qui est dans le club astéroïde qui me balance. Et là je me dis, ok, je me rappelle ce qu'est son trait à Bellatrix, c'est l'honneur et justement de pas faire confiance à n'importe qui, mais de prouver en fait qu'on a un bon sens. Et je lui demande pourquoi je dois assassiner l'homme justement, avec si peu de preuves qu'elle peut me donner pour prouver que c'est un traître. Elle est surprise de ma bonne réponse, et en fait elle me serre ma main en me donnant le code secret arcadien, sachant maintenant que je suis le résistant qui est justement en mission pour détruire le superordinateur. Elle me raccompagne à la surface, mais voilà, je retourne après bien sûr à l'hôtel tout seul. J'aperçois... Ouais, petit aparté, là, ouais. L'indice c'est sous forme de chanson. Oui, c'est une chanson que se chantent les Acadiens du Nord, parce qu'en fait il y a beaucoup d'Acadiens du Nord sur Tropos. Et donc, c'est une chanson qui chante pour se souvenir une chanson mnémotechnique qui chante pour se souvenir du code. Et ouais, donc en fait, on comprend que c'est 1, 0, 1. 1, 0, 1, donc du binaire déjà. Oui, parce que de toute façon, c'est du binaire, le code. Donc, je retourne à l'hôtel tout seul, et puis c'est là où j'aperçois, en allant me dirigeant vers l'hôtel,
dans un couloir en fait un hologramme qui me désigne comme wanted, voilà, recherché mort ou vif, comme quoi je suis une menace de la société. Je suis affiché partout sur tous les écrans, les hologrammes, et je me dis merde, putain, c'est pas bon là. Donc après, ce qui nous sauve, c'est qu'il y a marqué que la ressemblance n'est pas frappante, donc voilà. Le mec s'est juste aperçu. Et ça doit être le troisième garde en fait qui nous a vu se faufiler à travers les ruelles de la ville. Donc je continue, je cours vers l'astroport, décidant de quitter cette planète, il est temps d'y aller. Et là, bien sûr, la douane m'intercepte, ils me reconnaissent pas, mais ils fouillent mon sac. Mais j'ai rien d'intéressant pour eux. Donc je passe nickel, je pense qu'il y a des joueurs qui ont dû ramasser des choses qui sont, contrebande. Et moi, c'était pas mon cas. Donc je monte enfin à bord du vaisseau, et puis en route pour Radix. Fred, est-ce que toi t'avais de la contrebande ? Non, parce qu'en fait, ils avaient bien précisé que l'équipement qu'on a sur nous, l'épée, tout ça, c'est l'équipement standard qui passera partout, et que si on a quelque chose d'autre, il faudra absolument s'en débarrasser sur la planète. Donc, ils précisent bien ça au début de l'aventure. Donc, c'est un petit peu con de prendre le risque de ramener des trucs. Bon. Mais bon, tu sais, on peut toujours faire l'erreur. Hein. Ouais. J'ai la chanson, si tu veux, sinon, la chanson de nouveauté. Tiens, vas-y, chante-la nous. On va chanter en Arcade du Nord. Un beau massacre et tout ce qu'il nous faut. Nous aimons le combat. Nous répondons la mort. Ô guerriers, chantons notre joie de combattre. Un beau massacre est ce que nous aimons. Ni merci, ni remords. Le combat est à mort. Donc, en écoutant. On dirait un nain qui a trop bu. Quoi. Je te remercie. Donc, à l'écoute, c'est pas flagrant, mais en le disant, on repère bien le 1-0-1. Un beau massacre et ô guerriers. Donc voilà, c'était sympa, un code sous chanson déjà. Ouais, c'est chouette à remarquer, hein. 1-0-1. Ouais. Donc c'est assez cool comme puzzle. Bah écoute, voilà, on est parti sur Radix. Fred, raconte-moi ce qui t'est arrivé toi sur Radix. Ouais, donc donc sur Radix, en fait, on a une cargaison de Ziridium à déposer. Donc elle est très attendue. Et en fait, sur Radix, au contraire de Tropos, c'est surtout des Arcadiens du Sud qui sont là. Donc c'est ceux qui ont des antennes sensitives. Donc ils sont moins guerriers, ils sont plus faciles à vivre, mais ils sont de meilleure humeur, mais par contre on peut facilement les vexer. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Donc on arrive, la planète est beaucoup plus moderne et en fait au niveau technologique elle est même supérieure à la Terre, donc on est un petit peu perdu. On est obligé de se déplacer en trottoirs roulants qui vont à une vitesse tellement lente qu'on n'en peut plus. On trouve un espèce de monorail et là on tombe à l'hôtel. On a différents choix d'hôtels. En fait, moi, je me rends au plus miteux pour rester c'est pas vraiment miteux. C'est plus comment dire. C'est pas que c'est miteux, c'est un peu plus exorbitant, non ? Non, c'est pas ça. C'est qu'il est même pas référencé dans les hôtels. Donc en fait, il est hors catégorie, quoi. Donc c'est le Porky Palace et c'est là où on tombe le fameux proprio couvert de bijoux là, qui ressemble au baron Harkonnen là. Ouais, on a une super illustration. Alors tu te souviens de son introduction qui était assez chouette ? Non. Donc en fait, quand on arrive au Porky's Palace, on le voit pas tout de suite, mais on a une chambre, on a tout ce qu'il faut. Et puis c'est après qu'on décide de sortir en ville pour faire notre investigation, trouver notre contact. En sortant, le Porky's Palace, en fait, il se trouve en haut de très grandes marches. C'est des marches qu'on voit pour n'importe quel bâtiment officiel, très très longues, en marbre ou en pierre. Et en fait, en train de prendre un bain de soleil, allongé, tu sais, une position confortable sur les escaliers, on voit Porky's qui profite justement du ciel. Et on le voit avec, tu sais, une jambe allongée, puis l'autre pliée avec sa main qui se pose au-dessus du genou, avec ses bijoux qui flairent avec les rayons de soleil. Et là, il nous remarque et tout de suite, il demande de se poser avec lui. Oui, on a le choix de discuter avec lui au tracé. Et donc, en fait, on a une discussion assez intéressante. Alors, moi, j'ai résumé de civilisation comparée. Et il nous dit qu'en fait, il ne faut pas juger les gens sur leurs faits. Parce qu'en fait, souvent, c'est une adaptation à leur environnement. Il expliquait juste la différence entre Tropos et Radix. Sur Radix, les gens ont l'air d'être un peu indolents. Les humains sont beaucoup plus libres sur Radix, en fait. Ils sont moins pris en esclave par les Arcadiens. Oui, et puis surtout qu'en fait les robots font tout le travail chiant, donc en fait personne n'a besoin de travailler. Donc ceux qui travaillent, c'est qu'ils ont envie en fait, ou que c'est juste que c'est vraiment nécessaire. Donc c'est un peu une société, on va dire, voilà, c'est pas une société de loisirs parce que les humains ils sont pas libres, mais c'est une société un peu oisive, quoi. Donc il dit de pas juger, parce qu'en fait c'est dû au haut niveau technologique. Donc ouais, cette discussion-là était un peu marrante, parce qu'elle dure sur 1 ou 2 pages quand même. Donc ouais, c'était sympa.
Donc on parle avec lui et surtout lui nous apprend que la résistance ici c'est plutôt au niveau idéologique et comme c'est idéologique c'est plutôt chez les étudiants que ça se trouve et donc on se rend à la fac et donc là on a le choix entre différents bâtiments et moi je décide de me rendre au bâtiment des sciences et là en fait je tombe sur une dispute entre différents étudiants et bon, on me demande même si je vais intervenir, je m'abstiens et en fait au bout d'un moment il y en a qui balancent une blague et ils sont tous en train de rigoler entre eux, nous on s'est un petit peu à l'écart et on a même bizarrement un moment de cafard. Et alors du coup on s'éloigne un petit peu, puis là il y a une jeune femme qui vient, qui s'appelle Minita, elle vient nous réconforter, elle nous propose un café, tout ça, et en parlant un petit peu avec elle nous parle du prof Zacharias. Par contre elle nous dit qu'il faut nous méfier de ce qu'on appelle l'œil noir qui surveille les étudiants. Qui sont aussi des livres jeux de rôle d'une autre collection. Ouais. Hein. C'était marrant ce truc-là. Donc elle nous donne le numéro de son bureau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre le professeur Zacharias. Il donne une conférence, donc il nous demande de le suivre. Donc en fait, pendant sa conférence, c'est tellement intéressant qu'on s'endort. On s'endort et on se retrouve la salle vide et le mec parti. Comme un coup, quoi. Ouais. Bon, après, il avait parlé avec nous, on savait que le lendemain matin, on pouvait le voir à 11h. Donc du coup, on retourne à l'hôtel. Là, je me sens filé, donc j'essaie de les semer en faisant un test de chance, mais que j'ai foiré, donc je suis obligé de me les combattre. Donc ils ont des caractéristiques moyennes, mais comme ils sont deux, c'est toujours un peu plus chaud, quoi. Et c'est vrai je n'avais pas parlé, mais en fait, dans la ville, il y a des endroits où on a l'impression qu'il y a des tremblements de terre qui avaient eu lieu, mais assez localisés. Il y a des bâtiments qui étaient effondrés. Tombe sur le responsable de ces destructions, une espèce de grand robot qu'ils appellent le robot destructeur qui détruit les immeubles en fonction de motifs politiques obscurs, on ne sait pas trop. Et donc là, il nous tombe dessus, il nous poursuit, quoi. Donc le dessin, c'est une espèce de grand cylindre qui avance comme une toupie avec une espèce de grande antenne au sommet, quoi. On remarque déjà qu'on est suivi en fait par des agents arcadiens et qu'on arrive à... Ouais. Ouais, j'ai déjà dû les combattre. Après, on tombe sur eux et juste après, on tombe sur le robot destructeur. Ouais, forcément, ça fait repéré, quoi. Ça fait double peine. Il y a de grandes chances que ce soit du fait qu'on soit allé à la fac, hein, on n'en dira pas plus. Donc ouais, le robot, c'est le grand méchant de l'aventure au niveau caractéristique. Hein. Alors moi j'ai eu du cul parce que malgré qu'on ait des caractéristiques semblables, tous les GD ils étaient dans mon sens, à part quelques-uns, donc j'ai pas mis trop de temps à le tuer. Bon, après, il y a plusieurs paragraphes avec le robot. Il nous demande même si on veut détecter son point faible, si on veut fuir, tout ça. Donc, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est obligé de se battre contre lui. Donc, après, on retourne à notre hôtel. Et le lendemain matin, on retourne voir le professeur Zacharias comme convenu. Mais on apprend qu'il a été arrêté. Dans le doute, on se dit, tiens, pourquoi on va pas rentrer dans son bureau? Ça se trouve, il nous a laissé un indice. Et là, on tombe sur une espèce d'illustration de son bureau en désordre. Et on nous demande de voir s'il n'y a pas un indice qui serait sur cette page. Et ça, j'ai trouvé ça très sympa de rechercher un code caché dans une image. Alors, je pense que tu t'en souviens de l'illustration, parce que c'est par là. Ouais. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'infos, en fait. Et ce qu'on voit, donc il y a des lettres un peu partout. Donc c'est marrant, parce que je ne sais pas si ça joue la version anglaise ou française, du coup. J'ai fait version française, celle-ci, ouais. Donc, si tu as vu sur le bureau, il y a des trucs qu'ils ont traduits en français, certains qu'ils ont laissés en anglais. Ouais, donc c'est un peu une triche, quoi. Pour nous, c'est plus facile de savoir. Non, mais en même temps, ça jouait pas. Donc c'était plutôt pour nous perdre, parce que les trucs qu'ils avaient traduits, ça valait pas grand-chose. Et en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est du code binaire, donc c'est des 1 et des 0. On a juste une série de trois lettres, de 3 chiffres qui forment avec des 1 et des 0. C'est sur un almanach, un almanach des sports. Non, pas un almanach des sports comme dans Retour vers le futur, mais un almanach, c'est quoi d'ailleurs, 2100, 2200. C'est celui que Biff Tannen vole de Marty McFly, l'almanach des sports. Celui que Biff Tannen a créé pour son ancêtre futur qui allait chercher... c'est l'almanach des sports 2100, 2200. Ouais. Donc, tu parles du futur natif qu'on appelle l'Amérique depuis que Trump est président? C'est ça. Fucking Amérique alternative. Ouais, l'alternative américaine est devenue la réalité. Ouais. Ça fait rire Julie quand on a... Bon bref, on s'en divague.
Donc on trouve cette suite de chiffres. Les seuls 1, 0, 0 qu'on trouve à 3, c'est ça, c'est 2100. Donc on pense que le code c'est 100. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais pas trop sûr non plus parce que. Bah, tu sais qu'il manque encore une partie. Même moi, je me dis bon, autant avoir tout. Peut-être qu'une fois qu'on a les 3 codes, il y a encore un code à développer. Voilà, parce que je veux dire, j'étais même pas sûr que là, moi j'avais remarqué le 100, ça soit vraiment ça le code parce que bon. Mais bon, vous pouvez présumer que c'était ça quand même par rapport au dessin. Ouais. Donc ni une ni deux, le temps qu'on repère cet indice, on se fait arrêter parce qu'il y a la police qui arrive dans le bureau. Donc en fait, comme tu disais, on a été poursuivis, donc ils savent plus ou moins qu'en plus on était dans le bureau d'un résistant, donc ils pensent qu'on est un espion. La sentence, c'est la mort. Ils nous proposent d'alléger notre peine si on passe à table. Là, on réfléchit, ça fait un petit peu le cas de conscience. On se dit que de toute façon, le peu d'infos qu'on a sur la rébellion, ça va pas trop les aider. Donc là, c'est un peu une partie difficile où on est obligé d'avouer, mais sans trop avouer. On cache son jeu, mais on leur dit ce qu'ils veulent entendre, tout ça pour pas qu'ils nous coupent la tête. Et en fait, ils nous disent maintenant, ok, tu t'es mis à table, maintenant on va te laisser une chance, c'est-à-dire qu'il y a 2 portes. Une, c'est une mort certaine, l'autre, c'est une mort probable. Donc, choisis la bonne porte et tu tomberas dans une arène de gladiateurs. Wouhou! Donc, arène de gladiateurs, ça, on connaît dans les livres dont vous êtes les héros, mais pour le coup, là, c'était sympa. Donc, une fois n'est pas comme coutume, j'ai pris la porte de gauche et c'était la bonne. Donc là, on tombe dans un long couloir éclairé qui donne sur une grille qui est fermée. On passe plusieurs heures contre cette grille. À un bout d'un moment, il y a un garde qui passe et il nous informe que les combats auront lieu le lendemain. Donc il nous donne un peu de bouffe et en fait, il nous informe sur les futurs ennemis qu'on va rencontrer. Il nous dit qu'en fait, il y a 2 bêtes. Il y a un Laphodorm et un Scabroc. En fait, on peut détourner l'attention du Scabroc une fois. C'est-à-dire qu'on peut lui faire une feinte une fois, ça pourra toujours nous aider. Et donc le lendemain, on est poussé dans l'arène de sable bleu, c'était bien précisé, et on rencontre le premier monstre qui est un Laphodorm. Donc c'est une espèce de chimère horrible, couverte d'écailles rouges, une tête rétractable comme une tortue, mais en fait en forme de lion. Et sa langue est constituée de serpents quoi. Donc moi, le truc, je me suis chié dessus. Après, j'ai fait ça va en fin de compte. Voilà, tout de suite. C'est ça qui compte le plus important, c'est mettre les statistiques en premier. Oui, c'est pas la description, c'est les cas statistiques. Et ensuite, là, après l'avoir tué, pour faire court, il doit avoir 9-7 les ennemis, donc c'est-à-dire 7-9, c'est-à-dire 7 en habilité et 9 en point de vie, donc c'est pas non plus des foudres de guerre. Donc ensuite, il y a le Scabroc. Le Scabroc, c'est une sorte d'insecte, une sorte de gros insecte. Donc là, je me sers de l'information et en fait, je jette une poignée de sable au visage. Et en fait, il l'évite, mais après, la poignée de sable, il la regarde comme si c'était sa mère, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Il reste bloqué dessus. Et en fait, ça nous permet de lui donner un coup qui va diminuer ses caractéristiques en plus de 5 points de vie. Donc, qui fait que le combat est un peu plus facile. Donc après, quand on gagne le combat, les Arcadiens respectent leurs paroles. Ils nous ramènent près de notre vaisseau et on discute même avec le gardien de la prison qui est plutôt jovial et qui est content du spectacle qu'on leur a proposé, quoi. Et donc on repart avec notre petit code qu'on n'est pas sûr d'avoir trouvé mais qu'on pense et on va en direction de Almuris. C'est ça, 3e planète, c'est parti. Alors celle-ci, attention, ça rigole pas, hein, Almurius. Alors, pour la décrire, c'est quoi? C'est une planète volcanique. On arrive, c'est déjà sombre. La nuit, on se demande même s'il y a jour et nuit, hein. Vu que la planète est quand même dans un système solaire, ils devront avoir, mais sa rotation a l'air ultra lente. Et en arrivant, en fait, il y a 2 gardes qui sont face à nous, Fred. L'un en tenue bleue et l'autre en gris. Je décide en fait tout de suite que ma priorité en fait est de trouver les contacts rebelles, bien sûr, et donc de partir à l'aventure. La planète, d'ailleurs, comme je disais, c'est un vaste Dead Man's Land. Soit c'est des côtés volcaniques en éruption, ou en fait c'est une terre qui est en train de se former, donc il y a peu de végétation, mais le peu qu'il y a en fait, c'est des plateaux désertiques qui ont besoin de énormément d'humidification. Les plaques sont sous mon mouvement, et donc on sait tout de suite que ça va être pas mal de tests de dextérité. Donc je discute avec le garde, je choisis qui est en tenue bleue, et il remarque que je cherche de l'aide, et donc il me demande de le suivre. Je fais de sorte sans trop me poser de questions, malgré que le livre en fait me répond à plusieurs reprises si je décide de déguerpir, au cas où ça sent le roussi. Alors quand les livres dont vous êtes le héros nous font ce genre de choses,
revenir sur un choix, ça peut être deux choses. Un, on est en train d'y arriver, ils essayent de nous piéger. Ou de deux, on est vraiment en train d'aller vers la mort et l'écrivain nous balancer un peu une aide. Mais c'est toujours très difficile de savoir, donc là je me dis, ok, allez, je prends le risque, on voit où ça nous amène. Donc je continue à le suivre. Et puis après, à un moment, voilà, on passe entre deux rues, et puis on arrive en fait dans un local de caisse, de cargo en fait, un peu partout, où se trouve un homme d'affaires devant un bureau aménagé. Donc je vois tout de suite que c'est un homme d'affaires qui est en train de revendre en fait des possessions arcadiens ou de la marchandise volée. Pourquoi pas, je me dis ok, ça pourrait m'aider. Donc comme j'ai perdu mon épée dans le combat des gladiateurs comme toi, donc il me propose en fait une épée à 1000 pièces. Allez, franchement j'ai pas dépensé mon argent, j'en profite. Je la prends et puis voilà, je me remets en route en fait. Tout s'est bien passé, le petit business marché noir. Et en fait, quand je suis en train de sortir du local, du cargo, il y a un bandit en fait qui me coupe la route et qui essaye de me voler. Bien sûr, ils ont vu que j'avais de la thune, le coup classique, je me suis fait avoir comme un bleu. Donc une fois débarrassé de ce mécréant, un retardement, je continue. Et en fait, une fois que je sors dehors, il y a une secousse géothermique qui fait éruption. Génial. Et donc il y a de la poussière, et puis qui commence à se balader, bien sûr, qui sort de la planète volcanique, et puis des caisses qui commencent à s'écrouler dans le hangar. Et là, en face de moi, je vois que le hangar, il va complètement s'écrouler. Mais d'une caisse est tombé, en fait, un choix. Il y a un jetpack, et puis un sorte de fusible plasma, non? C'est ça? Non, c'est une sorte de pince. Une pince, ouais, un sécateur, en fait, à métal. Pince Monseigneur high-tech. Monseigneur high-tech, ouais. Écoute, moi je choisis de prendre le jetpack. Mais c'est vrai qu'on a un choix aléatoire ici dans le livre. Donc... Sur l'autre, c'est... Oh, différence. Ah, t'as une différence, toi? T'as pris le sécateur? Oui, ils appellent ça la pince à pilotron. Je sais plus comment ils appellent pince ça. À pilotron, ouais. La pince à... Je sais plus comment ça s'appelle. Je croyais que c'était une batterie, en fait, c'est une pince. Ouais. Je croyais que c'était En fait, tu vois, là, une pince à batterie qui fait fondre le métal. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, j'accroche le jetpack sur mon dos, puis je me tire en courant. Et en fait, en face de moi, je vois un énorme grillage électrique. Comme quoi, je suis toujours dans l'entrepôt. Et là, je décide, j'ai pas pris la pince, et là, j'ai pris le jetpack. Donc, j'ajuste le jetpack sur mon dos, je prends la manette, et puis j'appuie sur le bouton, ce qui me fait démarrer. Mais avec un bruit d'étouffement. Et il démarre pas. Ça faisait penser, tu sais, au film Le vol du Phénix. Je sais pas si tu te souviens, la scène de la fin, ils mettent des grosses cartouches de fusil à pompe, parce que c'est ce qui démarre les avions à hélice. Ça crée une réaction dans le moteur, tu sais, la détonation, ce qui fait démarrer. Et dans le film, en fait, ils n'y arrivent pas parce que le moteur est complètement encrassé de sable. Là, ça me faisait penser à ça, tu vois, le vieux jetpack qui sert à rien. Donc, pas de bol. Puis donc, je lui dis, allez, faut pas abandonner, j'essaye une deuxième fois, et là, c'est parti, le jetpack décolle. À plus de 30 pieds. Et j'atterris de l'autre côté. Parce que voilà, j'ai roulé un jet de chance et j'ai réussi. Donc je pense que si j'aurais raté, je serais atterri de l'autre côté, mais en me cassant une jambe ou en me faisant des dégâts. Là, j'atterris, parfait, sans dégâts. Et donc je me retrouve dans les Badlands de la planète. Donc voilà, je continue à marcher à pied, et je cherche en fait un endroit pour me reposer. Et là, je suis vraiment dans le Grand Canyon. Tout est mort autour de moi, et il manquerait plus qu'un cactus avec un vautour en train de voler autour de moi, en train de m'encercler. Mais un peu plus loin, je vois une caverne en fait qui se trouve sur une montagne. Donc là, bien sûr, le livre nous fait faire pas mal de jets de grimpe. Donc voilà, on s'accroche, on grimpe, on contrôle. Et puis j'arrive à rentrer dans la caverne et puis je m'isole à l'intérieur pour me reposer. Mais là, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est la faim nous rattrape. Et on peut pas s'endormir en fait. La nuit est trop glaciale sur la planète, on n'a pas de ressources. Donc c'est une mauvaise situation. Et je remarque en fait au-dessus d'une montagne, un peu au loin, en m'approchant de l'extérieur de la grotte, où je me trouve en fait, il y a un oiseau qui se pose dans un nid avec un objet lumineux sortant de son bec. Ok, je me dis qu'il y a peut-être de la bouffe s'il y a des œufs, désolé le piaf, mais là il me faut à manger. Et vu que c'est une planète désertique, il n'y a pas grand chose à bouffer comme plante. Donc j'ai décidé de prendre l'initiative et d'aller me nourrir, car je risque de ne pas durer longtemps dans cette grotte. Je grimpe la falaise. Je grimpe de la falaise à l'autre et en fait, je suis en train de grimper et j'arrive à proximité de là où se trouve le nid d'oiseau. Et je tourne justement sur la falaise, je fais un petit peu le tour pour arriver en fait derrière l'oiseau pour avoir un peu plus de chance de l'attraper.
Et en fait, une fois que j'arrive sur le plateau, je fais en fait trop de bruit, pas de bol, et l'oiseau se retourne et en fait nous voit, il nous attaque. Alors le combat est assez intéressant parce qu'il faut pas se faire toucher une fois, car on fait une chute jusqu'à la mort. Donc il faut réussir le combat parfait. Je crois que je l'ai raté 2 fois de suite avant de le réussir sur le 3e essai. Je continue, je cherche en fait l'objet lumineux qui avait perdu le piaf. Et j'arrive pas du tout à le trouver, je vois rien. Mais en fait je remarque une crevasse à proximité du nid. Et il y a 2 troupes aussi qui se présentent en face de moi. Fred, là on sait tout de suite qu'il y a un choix à faire. Il y en a un qui est assez petit pour que ma main passe à travers. Et puis l'autre, en fait, qui est un peu plus grand, il y a un objet. Alors je me dis tout de suite, je pense que ça va être le plus petit. Je mets la main dans l'un des trous et j'y trouve en fait une pochette d'argent. Donc voilà, il y a un peu de thunes, bref, c'est pas vraiment ce que je cherche. Il y a aussi un casque mental. Donc j'imagine c'est un peu un truc à la professeur X des X-Men. Et il y a un dernier objet qui est assez grand, qui est tombé au fond de la crevasse. C'est une sorte de canne avec des embouts métalliques. Assez étrange, non ? Donc je décide de prendre tous ces objets avec moi. Et là c'est intéressant, il y a une règle en fait qui s'évoque. Le livre explique en fait que si on prend la canne avec nous, ça sera une tâche difficile car en fait on doit avoir nos 2 mains accessibles pour la tenir. Donc la descente va être assez rude. Et il y a aussi une illustration ici qui est possible justement de mettre la main dans l'autre trou. Est-ce que tu l'as fait toi Fred ? Ah non, ça sent le piège à con. Ouais, je crois qu'on se fait mordre par un lézard, non ? Non, je crois que j'ai vu en voyant les dessins, je crois que c'est un rat. Ah, on a bien choisi. Donc on descend, je décide de prendre en fait un nouveau chemin qui est un peu plus facile. Et en fait ça m'amène dans une autre grotte. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une aventure assez sympa. Il y a une sorte d'entité, une voix au lointain qui nous parle, mais en même temps, on a l'impression que c'est dans notre tête. C'est un rayon de lumière qui apparaît. Ouais, c'est vrai, c'est un rayon de lumière avec une voix divine qui nous parle. Et elle nous demande qu'elle a perdu, c'est ça, quelque chose, et qu'elle cherche. Le zaplatan. Le zaplatan. Donc, je vais lui donner, en fait, le bâton. Et Fred, raconte-nous ce qui se passe une fois qu'on lui donne. Et, en fait, il nous explique que c'est un être multidimensionnel qui vient d'une autre galaxie. Il a dû se faire voler son zaplatan par le volatile. Et en fait, il nous dit qu'il peut exaucer nos vœux, soit nous donner des points de vie, soit nous donner des infos sur n'importe quoi. Donc, ni une ni deux, je lui demande des infos sur mon contact sur le contact d'Ardo et le mot de passe. Et il nous dit qu'il connaît. Il nous donne même le mot de passe pour le trouver. C'est la mer amère x2, je crois, faut dire. La mer amère, la mer amère. Donc voilà, écoute, ça nous fait continuer l'aventure, on se repose, on sort de la grotte. Et là, on continue un peu vers les terres plates et on voit une plantation d'arbres, alors très organisée, alignée. Et enfin... C'est des arbres, moi, il me semblait que c'était un truc qui arrivait à mi-hauteur, je voyais plutôt un champ de blé ou un truc... Ah oui, c'est des sortes comme des oliviers. Non, je pensais comme un champ de blé. Peut-être qu'après c'est moi qui ai mal lu la description. Mais... Oh, moi je me souviens de l'illustration. Est-ce que c'est un champ ? Je voyais des sapins qui arrivaient, peut-être à 1m50. Ouais, ça c'est des petits sapinous d'1m50. Donc voilà, il y a ce champ de plantation. Je vois des humains qui sont en train de travailler. Donc je les accoste pour dire, voilà, est-ce qu'il y a un endroit où je peux me reposer ou quelle est la ville la plus proche ? Mais qu'est-ce qui se passe au lointain ? Il y a un vaisseau qui arrive et qui commence à se diriger, alors tout de suite, comme dans le film d'Hitchcock. Merde, je sais qu'il est là pour m'assassiner, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il balance une bombe, le vaisseau. Non, c'est plutôt un drone lance-flamme, en fait, même. C'est un drone lance-flamme, ouais. Alors, je te raconte pas la confusion, parce qu'il brûle tout, c'est en train de créer de la fumée, et puis il explose le bâtiment, qui servait de local pour les humains, pour leur plantation, et ça crée une énorme fusée qui se dégage partout. Donc, assez facile pour que le vaisseau nous perde de vue. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le vaisseau perd le contrôle et, en fait, se crache sur la piste. Sur la plantation. Et là, il y a un des débris, en fait, qui se décroche du vaisseau et qui nous cogne sur la tête, nous évanouissant. Et puis là, on se réveille un peu plus tard, dans une chambre de quelqu'un. Et on voit, en fait, 2 hommes en face de nous. Et on est sûr que l'un doit être le contact, non ? Je lui donne en fait le mot de passe qu'on nous a donné. Et la mer amère.
Et il nous dit, hélas, qu'il ne connaît pas l'ordre binaire, mais il a une autre information, Fred. Ouais, qui est sympa. En plus, le mot m'était pas revenu. Il nous dit qu'en fait, le code est un palindrome. Qu'est-ce que c'est qu'un palindrome? C'est que c'est un mot ou une série de chiffres qui peut se lire dans les deux sens. Donc là, spontanément, j'en ai pas d'exemple. On a dû en chercher, on est bêtes, Xavier. Ça arrive. On avait pas mal de choses dans cette aventure. Ouais. Donc en palindrome, en langue française, je sais pas s'il y en a des masses. Mais en tout cas, ouais, donc du coup, ça nous permet déjà d'envisager un code. Ouais. Donc c'est sûr qu'on arrive déjà un peu au bout, on y est bientôt. Et puis bah écoute, là, ça nous ramène en fait, on se dit bon, faut qu'on s'échappe. On a une tenue, alors je sais que pour retourner à l'astroport, moi c'est un peu difficile. J'ai un jetpack en fait que j'ai avec moi, donc il faut retourner bien sûr dans le local et il y a une énorme barrière de 30 pieds. Et j'arrive à utiliser le jetpack. Et je vais me cacher derrière certains conteneurs et je trouve en fait une tenue grise que j'enfile. Et puis les doigts ne me disent rien et je peux border mon vaisseau. Alors je crois que j'ai bien choisi. Je pense que si j'aurais pris la tenue bleue. Ouais, c'est ça, c'est pas les mêmes fonctions. C'est un exemple de palindrome. Ah, dis-moi. Français. Kayak ou été. Ah oui. Voilà, comme ça les gens comprendront plus. Ouais, très bien. Ouais, en effet, kayak, ouais. Je suis en train de regarder. Même radar. Ah, pas radar, mal. c'est un palindrome. Ouais. Bref. Cool. Et ben voilà, là on remonte sur le vaisseau. Fred, je te laisse la dernière partie du livre. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a une petite phase avant d'atterrir sur la dernière planète, Arcadia. Il se passe quelque chose dans le vaisseau. Ouais, parce qu'en fait, donc sur chaque planète, on livre une cargaison, mais on en prend une autre qu'on doit livrer à la planète suivante. Et là, en fait, notre cargaison, c'est une cargaison humaine, entre guillemets. Donc, on savait qu'on devait avoir un passager. Donc en fait, on arrive avec près toutes nos mésaventures et qu'on retourne à Astroport. Donc moi, juste que je suis passé par Astroport en utilisant mes pinces une deuxième fois, qui ont été bien pratiques. Donc en fait, on attend, nous qui sommes pressés, tout ça, on veut se barrer, on doit attendre notre voyageur. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas un voyageur, mais qu'ils sont deux. Donc c'est forcément c'est deux Arcadiens. Et il me semble que c'est deux Arcadiens du centre. Et donc ils montent avec nous dans le vaisseau. Et donc on décolle avec notre fameuse cargaison. Et un soir, pendant le voyage, que les voyages sont pas instantanés, ça met quelques jours parfois, il y a un des deux Arcadiens qui se rend dans notre chambre et qui a l'air un peu désorienté, qui a des maux de tête, tout ça. Et il se livre à nous et en fait on se rend compte qu'il s'appelle Hélion et qu'en fait c'est un diplomate de haut niveau, c'est vraiment quelqu'un d'important chez eux et qu'il est amené à prendre des décisions par lui-même. Et le fait qu'il soit obligé de prendre des décisions par lui-même, au fur et à mesure, ça a un peu déconnecté de l'ordinateur central. C'est une bonne info pour nous, parce que du coup, il révèle un peu des infos qu'il ne voudrait pas. Et par contre, pour lui, il souffre pas le martyr, mais il souffre de maux de tête et tout ça. Donc, il est en train de nous parler quand en fait, il y a le deuxième Arcadien qui frappe à notre porte, qui nous demande si on l'a vu. Donc nous on s'est dit bon, ça sert à rien de mentir, donc on dit qu'il est bien avec nous, on ouvre la porte. Donc en fait on se rend compte que le deuxième Arcadien c'est son garde du corps, parce qu'il a sorti une arme. Donc les armes c'est très une arme vraiment un désintégrateur, je crois. Donc les armes aussi offensives c'est très rare dans l'univers. Donc on se rend compte que le mec il est pas là pour rigoler. C'est pas grave, on va attendre notre occasion. Et en fait à un moment en les recroisant un autre soir. Il n'a pas son désintégrateur à la main, donc on se jette sur le garde du corps qu'on tue, et ensuite on interroge Hélion, et Hélion en fait nous est pas d'un très grand secours. Il nous dit que le garde du corps en savait plus sur l'ordinateur central. Comme par hasard. Ouais, ça doit te foutre la haine. Il dit juste qu'il connaît le code de la porte qu'il donne à l'arsenal. Ah bah c'est cool ça. Et que le code de la porte c'est 110. 110. Voilà. Donc ça c'est un autre code binaire mais qui n'a pas du tout de rapport avec le code de l'ordinateur central. Et ensuite on arrive sur Arcadion. Ouais. Arcadion c'est la planète mère. Bon je pense qu'on a dû faire à peu près la même chose. Donc ça va assez vite là-bas. Donc voilà, c'est assez linéaire comme aventure. Hein. Il y a juste un petit changement à la fin. Mais ouais.
Et donc en fait là-bas il y a peu d'humains, et en plus comme on sait que s'il y a des humains, ils sont sous le joug de l'Empire, donc on n'hésite pas à prendre des infos auprès d'eux. Et donc l'humain nous renseigne et il nous donne la direction de l'ordinateur central. Donc on a différents choix, mais bon, moi je suis allé directement là-bas. Et donc face à la porte, on est face au fameux code. Donc pour résumer, donc on avait le code de la chanson qui donnait 101, donc 101. On avait le code du bureau du Zacharias, le prof d'université, avec l'almanach où il y avait marqué 2100, donc on prend 100. Et donc, comme on a un palindrome, entre les deux, on sait que forcément, donc c'est des codes de 9 chiffres, 3 fois 9 chiffres. Donc si c'est un palindrome, en fait, c'est sur le 5e chiffre que ça fait le pivot. Donc le seul qui fait pivot est central, donc c'est le 101. Donc si le 101 c'est le central, le 100 on est sûr, donc le palindrome, l'inverse de 100 c'est quoi ? 001. C'est ça. Sérieux, tu me posais la question ? Tu vérifies si je payais attention, c'est ça ? C'est ça, si tu écoutais. Non mais c'est juste pour emmener en fait un peu la démarche logique qui fait trouver le code, et franchement je trouve ça assez gratifiant et assez sympa comme énigme, pas trop difficile, mais au moins quand tu la trouves tu fais je suis content. Et le niveau parfait, le niveau parfait de l'énigme, et comme t'allais dire, excuse-moi, mais le niveau où t'es content parce que parce que tu l'as trouvé, que qu'avec un peu de jugeote, et puis surtout qu'aussi on n'était pas sûr des indices, parce que déjà dans la chanson t'as un petit doute, même. Mais franchement, moi dans l'image, j'étais pas sûr que le 100 c'était l'info, parce que il y avait des 1 et des 0 un peu partout. Ça faisait un cercle. Ils avaient traduit un truc en français, c'était le premier, je sais pas quoi. Il y avait un truc qu'on pouvait trouver qu'il y avait un 0. Donc c'était assez c'était assez pour foutre le doute. Mais en fin de compte, tout ça c'était bon, et la porte s'ouvre. C'est une bonne nouvelle. La porte s'ouvre, et alors on rentre à l'intérieur, et là on fout le boxon. Alors, on a le choix quand même, on peut aller directement à l'ordinateur central ou aller aux escaliers en contrebas qu'on pense qui mènent à l'arsenal. Peut-être qu'on aura besoin de... T'es allé à l'arsenal, toi ? Ouais, je suis allé à l'arsenal avec le code 110. Donné par Emilion. Là, j'ai pris le désintégrateur et les grenades. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des armes de ouf, quoi. En fait, il précise qu'on peut prendre 2 objets sur 5. Il y avait l'explosif Elmonite, une mine magnétique, une grenade à neutrons, un désintégrateur et un scanner infrarouge. T'as l'impression que t'es dans les pages du livre du maître du jeu pour les armements de la campagne. Ouais, c'est ça. Et il y a une des armes, les noms des armes, quand c'était décrit, ça me faisait penser, il y avait un film là, pas super à mon goût, mais le Neil Blomkamp, le truc avec Matt Damon, Elysium. Il y avait une arme qu'il utilise à la fin, qui est un sort de fusil d'assaut qui tire ultra rapidement, tellement vite qu'il y a un mec qui est en train de courir dans un couloir, ça passe en slow-mo, et il y a tellement de balles qui sortent du flingue que ça le désintègre, comme il se fait toucher. C'est juste parce que tu sais, les balles vont tellement à travers son corps qu'il reste plus rien, quoi. Ça fait de la charpie. J'imaginais trop les armes comme ça, ultra violentes. Mais Blomkamp, il aime bien faire ça dans ses films, comme District 8, c'était ça ? District 9, merde. District 9, quand ils font les tests des armes extraterrestres. Ouais, mais celui qui est le meilleur, c'est le dernier, là. Chappie ? Ouais, j'ai bien aimé, moi. Ouais, il y a carrément des mechas dedans. Dans le aussi, dans District 9 aussi, il y a des mechas. Il y a un côté Akira. Ouais, un côté Akira. Ouais, c'est ouf. Dommage que son film Alien a été annulé. Donc, par contre, il va produire des courts-métrages sur la plateforme Steam de jeux vidéo. Il veut essayer de toucher ce marché-là. C'est assez intéressant. Donc, il va faire 5 petits courts-métrages avec le budget qu'il aurait dû avoir normalement pour produire le nouveau film Alien qui devait sortir après celui qui vient d'être en cinéma, là, Covenant. Donc, bref, on s'éloigne. Je sais que c'est de la SF, mais on s'éloigne de notre livre dont vous êtes le héros. Bon, pour dire que tous les deux, on est sortis de l'Arsenal, on a pris du lourd. Moi, j'ai pris grenade et explosif. Toi, je sais pas ce que t'as s'il y avait Ludo qui était avec nous, il nous aurait fait la voix de Stallone. On a pris du lourd. J'ai pris les grenades, le désintégrateur, et je crois que j'ai pris les mines aussi. Tu peux en prendre que 2. Non, moi j'ai triché, moi.
Je t'admets, j'ai triché parce que c'est trop cool, j'ai envie de savoir les possibilités des armes, donc j'ai pris une de plus. Bah, j'imaginais en fait, si on a la tenue du mec sur la couverture, le pistolet, enfin le fusil désintégrateur, c'est sûr qu'il a un bandoulière. Les grenades, c'est facile, allez, j'ai 2 mains, je prends une grenade dans une main et puis une mine dans l'autre. Ah ouais, toi tu t'affranchis direct, tu te dis ah ouais tiens, ils ont dit 2, mais moi j'ai je peux prendre un fusil, une mine, une grenade, je la mets dans ma truc, je ressors avec tout l'arsenal. Je sais, j'admets, j'ai triché. T'as raison, parce que dès qu'on sort de l'arsenal, on tombe sur des gardes et ils disent est-ce que vous avez pris le désintégrateur ou la grenade. Moi j'ai pris la grenade, j'aurais lancé dessus. Je sais pas, sinon je crois que tu... Pareil, j'ai lancé les grenades, ça a réglé leur compte tout de suite, ce qui était assez cool. Mais on sent qu'une fois qu'on sort de cette armurerie, il y a quasiment pas de combat, hein, on explose tout le monde, quoi. Oui, après, donc on les explose, ouais. Puis... ouais. J'aime bien cette sensation de héros en fait surpuissant. Et face à l'ordinateur central, alors donc on arrive face à l'ordinateur central, qui est réparti en 3 unités, et on nous dit en gros qu'est-ce que vous voulez utiliser pour le mettre en d'état de nuire. Donc il y a une grande liste de tous les objets qu'il y avait dans la salle, plus 2-3 autres trucs comme son épée ou je sais pas quoi d'autre encore. Les mines. Ouais, les mines, il y en avait dans la salle. Ouais. Et donc, en fait, là, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et donc, la meilleure solution, en fait, ça consiste à tout exploser, je pense. Ouais, c'est ça. C'est la fin du livre. Ça va être le climax de fin. Good guys don't look at explosions, Fred. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai utilisé l'explosif Helmenite, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et oui, le truc de ouf, le C4 puissance 10, quoi, qu'on colle partout. Et comme je disais en anglais, en fait, c'est que les héros ne se tournent pas pour regarder les explosions. Donc j'imaginais vraiment notre personnage marcher comme un badass avec le super ordinateur en train d'exploser derrière lui. Non, même pas, parce qu'en fait, tu t'en sais pas de la dernière scène, on court dehors, il y a des Arcadias qui arrivent sur nous, et c'est là que l'ordinateur central, il explose. Oui. Ouais, c'est ça, t'es de dos à l'ordinateur, il explose. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Bon, sauf qu'il est un peu plus loin, qu'il la voit pas, l'explosion, elle est trop lointaine. Vas-y, arrête de m'emmerder. C'est bon, laisse-moi montrer. Non, mais c'est une production anglaise, mon gars, c'est pas une production américaine, là. T'arrêtes avec tes effets spéciaux, là. En plus, je crois que nos audios sont décalés, donc j'arrête pas de te couper par accident, quoi, pendant que je laissais une place. Super. Fais chier. Enfin, bref. Alors, vas-y, balance-nous dans ton film ennuyeux de la BBC, là. C'est ça, donc après les BBC, donc tu vois 3 Anglais qui arrivent et ils s'apprêtaient à se jeter sur toi, mais comme leur pub central il est hors d'état de nuire, ils sont cool, et en fait ils sont désorientés, et, ils ont retrouvé leur libre arbitre, et leur libre arbitre il leur dit pas de te rentrer dans le lard, donc tu peux passer, et maintenant tu sais que quelque part t'es au chapitre 400, donc t'es victorieux, quoi. D'ailleurs, le chapitre 400 est un peu court. Très court, ouais. Bah écoute, moi, ma fin, production américaine, il y en a plein qui s'approchent de moi, mais j'utilise le désintégrateur dans les couloirs qui sont en train d'exploser. Tu sais, c'est un peu l'étoile noire qui est en train de péter, je m'enfuis à travers les couloirs en train de tirer sur tout. Puis j'arrive dehors, et là, il y a une armée de 200 Arcadiens, je jette le fusil au sol, ma mission est accomplie. Mais qu'est-ce que je sors de ma main? Le dernier interrupteur qui fait péter la 3e mine, et boum, il y a tout qui saute. C'est ça. Voilà la fin. Parce que toi, t'as des caractéristiques en 12-12-24 et moi, j'ai du 7-7-18. Non, 18, je roulais un 3e D6, moi. C'est même plus de la triche, ça, c'est de la over-triche. Non, je plaisante. Oui, je sais bien que tu joues pas comme ça. Écoute, Fred, quelle aventure, franchement, super. Oui, c'était varié, c'est surtout ce que j'ai retenu, moi. Ouais, très varié. On a vraiment des missions d'investigation ou d'autres où c'est des missions de survie. Chaque planète a vraiment son thème et ça fait vraiment plaisir, en fait. Moi, c'était excellent. Vraiment amusant comme aventure. Et puis, écoute, ça nous ouvre, en fait, sur notre critique. Écoute, qu'est-ce que toi, t'as pensé du livre, Fred? Moi, j'ai trouvé déjà c'est que le puzzle, il marche. Ça, parce qu'un puzzle, c'est franchement, quand tu le résous toi-même, tout ça, que ça fonctionne, c'est quand même une gratification, donc c'est toujours sympa. Et en plus, ça a été sous différentes formes, visuelles, on va dire auditives avec la chanson, et en plus logique avec le dernier indice. Et ça, moi, franchement, là-dessus, je me suis dit, le mec, il
Il s'est bien pris la tête, son truc ça marche parfaitement. Rien que pour ça, c'est déjà une note positive. Le deuxième, c'est la description des différents monstres. En fait, on ne l'a pas dit, mais en fait, sur certaines attaques, ils peuvent avoir des dégâts spéciaux. Le truc des comportements par rapport aux antennes des télépathes, ils en parlent aussi. Il y a plein de petites touches dans les descriptions, dans le récit qui en font. Donc tout ça, c'est vraiment sympa. Et puis surtout cette variété, c'est une variété de situations, le combat de gladiateurs. En fait, pour moi, la première fois que j'ai commencé l'aventure, j'ai fait tous les mauvais choix. Je te jure, je perdais mon épée, j'allais à la boîte, le videur, il me recalait. Les policiers me tapaient sur le crâne, ils se foutaient de ma gueule, ils étaient racistes. Je me dis, c'est quoi j'avais vraiment ce sentiment d'être vraiment détresselé, perdu. Et quand la rébellion de la première planète, elle m'a enlevé pour m'interroger, mais j'étais trop content, quoi. C'est eux qui m'ont trouvé. Et dans ce jeu-là, donc j'ai trouvé, dans ce livre-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de différentes situations. Et en fait, on n'était pas. Fallait y aller plutôt avec des pincettes, où à la fin, on peut faire la production hollywoodienne et tout péter. Mais c'était plutôt assez bien fait. Et ce livre-là, moi, je le trouve, l'histoire est vraiment particulière et unique et il ne fait pas spécialement penser à quelque chose. Rien que pour ça, c'est assez fort. Et moi, j'ai passé un bon moment. Sauf, moi, c'est un petit bémol, mais après, je trouve que le système de combat n'a pas été assez bien pensé, parce qu'il n'y a aucune différence entre le combat à main nue et à l'épée. Donc, ça, je trouve que c'est toujours. Ça ne sert à rien de faire des règles s'il n'y a pas de différence. Et j'ai trouvé que la description des différentes planètes était assez intéressante. Et j'ai trouvé que moi, la planète la plus sympa, c'était peut-être la troisième, en fin de compte. Ouais. La plus sauvage. Avec le volcan, il faut prendre des abris, il faut faire attention à combien de temps on reste dehors, on est vraiment poursuivi, les pinces, le jetpack, la rencontre avec l'aide de lumière, le combat contre le volatile. Moi, j'ai bien aimé cette planète-là. Écoute, je suis d'accord avec toi, je crois qu'on a quasiment les mêmes points là-dessus. Je dirais, en fait, je l'ai lu il y a très longtemps, ce livre, et c'était vraiment une excellente expérience, je m'en souviens plus trop, et là, en le relisant maintenant, quelques années plus tard, bah écoute, La Planète Rebelle, c'est vraiment une sacrée aventure. Je trouve que c'est un peu l'un des livres, pareil, j'exagère peut-être un peu, mais je trouve que c'est vraiment l'un des premiers choix en fait que je recommanderais pour quelqu'un qui veut lire un livre dont vous êtes le héros. Pourquoi ? Et en fait, c'est surtout 2 points. Un que tu as évoqué, Fred, c'est que chaque planète a un style d'aventure, un style de jeu que l'on doit jouer qui est vraiment intéressant. Le livre nous permet quand même de prendre des branches, malgré toi, tu as vu les complications, mais qui est pas aussi difficile ou hard comme jeu vidéo qui pénalise pas immédiatement, mais c'est vrai que c'est un peu difficile, mais une fois qu'on trouve les bons coins, on rentre dans cette symbiose qui est vraiment amusante. Et 2, c'est ce que j'avais fait en fait, c'est ce que j'aime, et je trouve que c'est un peu différent des autres livres, mais c'est vrai qu'il y a une narration son chemin de fer en fait. C'est vrai qu'une fois qu'on suit l'histoire et on voit ce qui se passe, on est un peu guidé par le livre, et ça me fait penser un peu à certains chapitres de Loup Ardent, où on n'a pas vraiment le choix, on doit un peu suivre l'aventure. Il y a des modes où on joue quasiment plus en fait. On suit ce que l'écrivain est en train de nous dire. Mais là, il y a un beau mélange des 2 talents, et on voit vraiment le magnifique boulot en fait de l'écrivain Robin Waterfield, qui nous amène vraiment dans une excellente aventure, et on en profite aussi du système livre-jeu. Non seulement on a une excellente histoire, mais on a vraiment des choix intéressants, on se retrouve dans des dilemmes assez cool. Et c'est vrai que le système de combat, ma deuxième lecture, Fred, j'ai pas autant fait de combats. Il y a des combats qui je connaissais qui étaient un peu difficiles et tout, donc pour la critique du podcast, bien sûr, j'essaie les combats quand même. C'est un peu difficile, mais je t'admets qu'à certains moments, en relisant les chapitres, je sautais un petit peu, parce que je trouve que ça bloquait un petit peu l'excitation de l'aventure, tu vois, le fait de vouloir continuer à suivre. Mais ça, c'est parce que j'étais complètement lancé, en fait, en le relisant, que c'était vraiment intriguant, et on félicite tous les deux l'histoire. Elle est pas aussi complexe que ça, mais elle est intéressante. C'est une vraie histoire de blockbuster, en fait. C'est simple, on est dans un Star Wars, on est dans un film d'action basique, on dirait quasiment une sorte de production de Roger Corman, c'est un film de science-fiction série B produit ça fait penser à un film de CSF de série B. Voilà, ouais, c'est le sorte de années 70-80 de Battlestar Galactica. Il y a ce côté vraiment assez cool, avec pas mal de possibilités. Et je pense même que tu vois, ce genre d'aventure, quand tu lis ça, je trouve que ça ferait un excellent background pour un livre-jeu, même un jeu de plateau en fait, ou un jeu de rôle, parce que
l'univers est assez bien créé, on visite pas mal de planètes et on rencontre en fait pas mal de gens, donc on a vraiment une construction de la vie, en fait, de l'univers qui est autour de nous, ce qui nous permet aussi en tant que lecteur d'être beaucoup plus rapproché en fait directement de notre personnage, de mieux s'identifier à lui et de vivre vraiment les mêmes réactions qu'il a, quoi. Donc excellente façon de nous plonger, et je trouve que Robin Waterfield, voilà, est vraiment doué pour nous marquer et nous garder dans l'atmosphère. Un autre livre qui me fait penser beaucoup à ce genre d'écriture, on en viendra sur le podcast, il faudra en parler, hein, c'est un grand classique, c'est Le Rôdeur de la Nuit, où on incarne un voleur, c'est plus de l'heroic fantasy, mais voilà, il y avait une narrative assez fixe, des puzzles assez intéressants. Mais voilà, je trouve qu'il y a certains livres, des filles fantastiques, qui sortent du lot, qui sont beaucoup plus intéressants et présents, et qui nous font un peu oublier qu'on est en train de jouer à un livre-jeu, tu vois ce que je veux dire, Fred, tellement que l'aventure est prenante. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. On sent moins que nos choix, c'est soit je meurs ou j'ai réussi, et c'est plus dans quelle direction je veux vraiment changer le destin de mon personnage, au lieu de voir ça comme un dilemme ou une confrontation. Après, ouais, très bien. Je reviens juste sur un truc de détail du livre qui n'a rien à voir, mais il utilise beaucoup la chance dans ce livre-là, et il y a beaucoup de paragraphes où ils nous ont fait gagner, où ils nous ont fait perdre selon aussi si on était chanceux ou malchanceux, et bon, c'est vrai que là au-dessus c'est aussi pris la tête, et bon, c'est sûr que là la chance c'est une caractéristique importante dans ce bouquin. En effet, boulot, bien content de... Bah franchement, ouais, dans les 3 de SF qu'on a lus, je pense que c'est sûrement le plus homogène, et puis en plus là pour une fois il n'est pas illisible le bouquin, quoi, par rapport à d'autres versions. Chasseur des étoiles qui était catastrophique. Mon Dieu. Bah moi, écoute, en ordre de préférence, c'est pas pour dire que l'un est le moins bon de tous, mais juste en ordre de préférence, hein, de vraiment de thriller, tu sais, de passion, quoi, qu'on a à lire ces aventures. Moi, je dirais que mon tout premier, ça serait celui-ci. Position numéro 1, La Planète Rebelle, puis en deuxième, je dirais La Galaxie Tragique, et puis en dernier, pas pour dire que c'est le plus mauvais, mais juste celui qui m'a un peu moins gardé, tu sais, en excitation. Ouais, en haleine, c'est voilà, Le Chasseur des étoiles. Et toi, Fred, ton ordre de préférence? Bah moi je pense pareil, ouais, parce que La Galaxie Tragique, il y a des bonnes promesses, mais tout n'était pas. Mais celui-ci, mais c'est comme des paysans, La Galaxie Tragique, hein, je sais pas. Mais ce qui est aussi intéressant, juste pour dire en fait, c'est que La Planète Rebelle, c'est quand même le 18e livre, donc il y a aussi, avec le temps, les scénarios et les règles, tu sais, les systèmes de jeu s'améliorent aussi. Pendant que La Galaxie Tragique, on est vraiment dans les tout premiers livres-jeux. Donc, non, mais moi, La Galaxie Tragique, avec le côté Star Trek, faire son équipage, choisir ses mecs, ça c'était quand même un gros point fort. Et quand même pour la planète avec les enfants, tout ça, et le côté des paysans, je mettrais la Galaxie Tragique en premier, malgré le titre tragique. Cool. Ah non, sympa. En tout cas, c'est sûr quoi qu'on a lu 3 excellents livres SF, des livres dont vous êtes le héros. Un vrai plaisir. Bah écoute Fred, pour conclure ce podcast comme d'habitude, la petite suggestion du moment, qu'est-ce que t'as vu d'intéressant, qu'est-ce que t'écoutes, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que t'as à suggérer? Oui, bon, on va pas parler d'Aliens, parce que j'ai vu le Covenant, tout ça, mais je vais parler d'un truc un peu en rapport, c'est qu'en fait, parce que sachant que Ridley Scott a racheté les droits de ce bouquin, mais que je pense que ça doit devenir un Arlésienne et que ça va jamais être produit, parce que ça devait être fait avant Alien à la base. C'est un bouquin qui est sorti en auto-publication en 2011, donc qui n'est pas quelque chose de très récent, mais qui est un truc qui m'intrigue depuis plusieurs années au niveau SF, parce que ça a l'air vraiment d'être un nouveau classique, c'est un peu comme ça qu'ils vendent, qui est Silo, je ne sais pas si tu connais, qui a été écrit sous forme d'épisode en fait sur internet, sur lulu.com, qui a bien marché. Donc le mec après s'est fait éditer, même des agents littéraires qui ont dû trouver que s'est fait éditer papier, et depuis il a même fait un préquel et la suite, et donc c'est Silo pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un univers dystopique où l'humanité, il y a une partie de l'humanité qui est enterrée dans un silo sous terre, et leur seul point de vue sur la terre, c'est des anciennes caméras de sécurité, et ce qu'ils voient, c'est un air invivable, une terre dévastée. Et au sein de cette communauté-là, il y en a certains qui malgré les apparences, malgré ce qu'ils voient, ils ont l'envie d'aller dehors et voir ce qui se passe. Et en fait, ça c'est les graines de la sédition, et s'ils veulent voir l'extérieur, en fait on les y envoie, et c'est une sorte de punition. Donc après tout ça, c'est le pitch,
Et l'auteur est connu, a été remarqué pour son sens du drame et du timing. Donc moi je vais lire ça, je l'ai pas encore lu, je vous avoue, mais je vais lire ça avec grand intérêt. Et je pense que peut-être d'ici moins de 5 ans, il y aura peut-être une adaptation qui sera faite en film, et c'est toujours bien de pouvoir comparer. Comme la dernière fois, on avait déjà parlé de Easter Egg Story. Mais tu m'as bien intrigué là. Hein. Ouais, mais Silo, ça a vraiment cartonné. Alors, quand je dis cartonné, c'est toujours relatif, c'est de l'édition. Mais c'est le genre de truc où le mec, il a écrit... là, je crois que le bouquin fait 600 pages. Il a réuni 5 volumes de ses nouvelles. Donc, c'est des volumes de 100 pages. Et il vendait ça à 99 cents. Il en vendait 1000 par semaine, quand même. Sorti de part. Il a quand même dû faire plus de 500 000 téléchargements, ce qui est pas mal pour des trucs auto-publiés. Ouais, c'est énorme. Ah, super. Pour quelqu'un qui s'auto-publie, c'est impressionnant. Ouais, bah, ça m'a fait un peu penser à un truc qu'on m'a offert qui s'appelle le livre sans nom. Je sais pas si tu connais aussi. Non. Parce que ça, il y a un côté badass. Il y en a même qui pensent que c'est écrit par Quentin Tarantino. Parce qu'en fait, c'est le livre sans nom par un auteur sans nom. C'est un auteur anonyme qui l'a sorti. Et c'est l'histoire, oui, très tarantinesque. C'est des règlements de compte entre personnages colorés. Donc j'en dirai pas plus, mais c'est pareil, c'est un truc qui s'est fait sur Internet, qui a été underground et qui a été, après avoir eu des gros succès d'édition sur le net, qui sont sortis en livre. Et pour parler du livre sans nom, l'auteur s'est toujours pas fait connaître. Hein, ça reste toujours un anonyme. On sait toujours pas qui c'est. Il a juste une page Facebook avec le nom du personnage principal dont il a fait une trilogie aussi, je crois maintenant, qui s'appelle Le Bourbon Kid. Et en fait, c'est que des personnages c'est vraiment tarantinesque. Hein. Ils sont tous des tueurs à gages ou ils se vengent. Ils sont tous plus forts les uns que les autres, avec des légendes, des histoires, des liaisons. Donc c'est très divertissant. Et Silo, donc c'est dans un autre registre plus sérieux, mais je pense que vraiment ce truc-là, il a cartonné, et que peut-être que le mec, il a posé des nouveaux jalons pour d'autres histoires de SF, et ça peut être sympa. Je vous dirai quand je l'aurai lu, sait-on jamais. Bah ouais. Ah, mais c'est cool, Fred. Sympa, ça. Ouais, ça donne envie. Silo, alors. Ouais. De mon côté, écoute, un peu plus télé que littérature ces temps-ci, le retour de Twin Peaks. Et voilà, j'aime beaucoup ce que fait David Lynch, un de mes réalisateurs cinéastes préférés. Et ça fait quelques années, voilà, qu'on n'a rien eu. Hein. Le dernier film, c'est quand même Inland Empire. Et pour ceux qui connaissent Twin Peaks, voilà, il faut se souvenir que dans le dernier épisode de la saison 2, une saison 2 qui avait un milieu assez catastrophique, mais un dernier épisode incroyable qui a été diffusé à la télé, vraiment quelque chose d'abstrait complètement incroyable qu'aujourd'hui ne passerait même pas. Hein. Et... Je te coupe de secondes, tu sais que je suis en train de regarder Twin Peaks, moi, donc tu me spoil pas. Là. Ok, je te spoil pas. Tu regardes quoi là? Ouais, là, parce qu'on avait déjà parlé que fallait regarder Twin Peaks, que ça ressortait, parce que moi je me refais l'intégrale que j'avais. Super. Donc si tu fais l'intégrale, l'ordre de l'intégrale saison 1, saison 2, une fois que tu as fini la saison 2, il faut regarder le film Firewalk With Me, qui est le préquel. Les gens pensent que comme c'est un préquel, il faut le voir en premier. En effet, non, parce que le film fait... C'est ça, non, le film en fait fait énormément de références à la série télé. Donc, écoute, Fred, couvre-toi les oreilles. C'est simple. Hein, donc voilà. Tu sais que la femme à la bûche, elle est morte, par contre. Ouais, mais elle est dans la nouvelle saison. Ah, c'est cool. Ouais, il y a il y a 2 acteurs qui sont morts ici. Il y a aussi Albert, tu te souviens, le légiste du FBI, qui est super désagréable avec tout le monde. Ah, il est mort, cet acteur-là? Ouais, il est mort aussi, décédé, l'acteur. Et puis, bon, David Lynch est toujours là, et qui reprend son rôle de... bouffeur de dettes. Non, celui qui gueule, quoi. Parce qu'il est sourd. J'ai oublié son nom de personnage, merde. Ouais, je pourrais pas te le dire, il est pas encore apparu. Puis il y a David Duchovny, qui est le transgender, enfin, l'agent qui se déguise en femme. Il y a plein enfin, c'est une excellente série, il y a tellement de personnages intéressants. Là, ce que j'ai appris, c'est que par contre, il a shooté tous les épisodes cette fois-ci. Oui, tout est fait, c'est Showtime qui produit, donc le premier aéré à la télé, ce qui est incroyable, encore une fois, David Lynch qui arrive à faire quelque chose d'incroyable en TV broadcast, et puis le reste, c'est diffusé sur leur site web, internet. Hein. Tout le monde essaye d'être un Netflix maintenant, hein, que ça soit Hulu, que ça soit Showtime, CW. Mais enfin, Fred, enlève ton casque, n'écoute pas pendant 5 secondes, puis reviens. Donc voilà, pour les auditeurs, ceux qui connaissent Twin Peaks, pareil, spoilers, attention. Mais dans le dernier épisode de la saison 2, Laura Palmer nous dit bien, on se reverra dans 25 ans. Et ce qui est assez incroyable quand même comme concept, c'est que ça fait 25 ans plus tard, et donc
le 21 mai cette année, c'est là où est sorti le nouvel épisode de la nouvelle saison. Donc, prouesse assez impressionnante point de vue scénario. Ça délivre, voilà. T'es là, Fred ? Oui, c'est bon. Voilà, parfait. T'as pas entendu, t'auras la surprise. Je pense qu'il faudrait que je te le dise parce que tu risques de pas t'en apercevoir en fait de quoi j'ai parlé vu que tu regardais pas à l'époque si tu veux. C'est plus pour les gens qui ont vu à l'époque et qui regardent maintenant ou qui ont vu quand ils étaient plus jeunes. Mais bref, c'est cool en tout cas que tu regardes. Donc voilà, le soir, c'est Twin Peaks, nouvelle saison. Attention, pilote de 2 heures, hein, donc grand épisode. Tourné en digital HD et tout, donc du David Lynch avec une correction colorimétrique impressionnante en 4K. Enfin bref, c'est du régal pour les yeux et c'est surtout un rythme artistique qu'on a complètement oublié, je trouve, à force de voir des films d'action où toutes les 5-15 minutes il se passe quelque chose. Là, ça fait du bien de prendre un pas en arrière et de plus retomber amoureux en fait de l'art, de ce qui est possible au cinéma. Il y a un côté un peu plus artistique, surtout avec Lynch, hein, qui est beaucoup plus abstrait, artistique dans ses films. Hein. Je veux dire, quand on voit un film de David Lynch, on y va en fait pour voir une pièce d'art. C'est assez spécifique. Fred, je crois que notre Lynch préféré, c'est Sailor et Lula. Oui, définitivement, même si j'aime beaucoup... Il faut que j'en parle, faut que j'oublie le titre. Ouais. Merde. Moi, je dirais Sailor et Lula et juste derrière Firewalk With Me, donc le préquel de Twin Peaks. Sailor et Lula, j'adore, mais j'aime bien aussi... c'est avec les deux Lost Highway. Ah, Mulholland Drive. Mulholland Drive. Ah, excellent, Mulholland Drive, ouais. J'ai rien compris, mais j'adore. Tout ce que tu sais, c'est que si tu sors d'un diner, ne te dirige pas vers l'arrière, parce qu'il y a des clochards super bizarres qui peuvent... J'avais adoré dans le DVD s'il y avait des clés pour comprendre le film, mais les clés sont encore plus énigmatiques que le film. À quoi sert la clé bleue dans la salle? D'accord. C'est sans moi. Bon Lynch, ça fait plaisir. Ouais. Bah écoute, tu vas te régaler avec le pilote de la saison 3 parce que individuellement, ça pourrait être un film à lui-même en fait de 2 heures, enfin 1h50. C'est un très très long pilote et c'est vraiment sa propre bulle en fait si on veut. Bah voilà, écoute, long podcast hein, qu'on a fait là, assez balèze. On a rien oublié? Non, je crois qu'on a causé tout, un petit peu pop culture, voilà. Bah écoutez les amis, voilà, ça y est, c'est la fin. On vous dit à très bientôt. Surprise, Fred, pour le prochain épisode, on ne fait pas un livre, on va faire un sujet pop culture qui vient de l'univers des livres dont vous êtes le héros. Tout à fait, Thierry. Je sais plus ce que c'est. Quelle référence de papy, quoi, c'est pas possible. Voilà, allez, on vous laisse sur un morceau en fait du groupe Home qui s'appelle Résonance. Voilà, quelque chose pour nous laisser un peu dans l'électro, pour garder l'ambiance SF. Et voilà, on se quitte sur ce premier omnibus science-fiction pour se retrouver dans un autre quelques mois plus tard. Fred, les auditeurs, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt devant Twin Peaks.